Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Don Quichotte de Cervantes, chapitre 15 à 18 ce soir. C'est notre quatrième épisode sur cette lecture, mais ce n'est pas la quatrième partie, non, non, non. Nous entamons ce soir la troisième partie, les amis. Troisième partie qui va nous prendre bien 4 lives, quelque chose comme ça, je pense. Donc voilà, vous êtes prévenus. De toute manière, si vous ne voulez pas être perdu, je vous invite sur YouTube en rediffusion à checker la playlist Et si on lisait Don Quichotte et à vous référer également aux descriptions de chaque vidéo, puisque que ce soit dans la description de chaque vidéo ou que ce soit dans la barre de lecture de cette vidéo directement sur YouTube, vous allez pouvoir avoir accès à un chapitrage, accès à des timecodes vous permettant de passer l'introduction, de passer les pauses et tutti quanti, et d'aller directement où bon vous semble dans la lecture, voire même de vous servir de ces timecodes comme marque-page, pourquoi pas. Voili voilou pour la petite intro habituelle. Merci à tous ceux qui me rejoignent en live. Merci d'être là, Zikael. Merci d'être là, Nanu, moi le vieux. Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là, ça me fait très plaisir. Merci également à Bern Pilol 2007 qui a follow pendant mon absence. Merci beaucoup. Euh, Chers amis, vous le voyez dans le chat sur Twitch, enfin vous le voyez en live sur Twitch quoi. Ce live a quelques minutes de retard, une petite dizaine. Grosso modo pour des bonnes raisons, pour des très bonnes raisons. Et d'ores et déjà, je vais vous demander, est-ce que par hasard, sauf moi le vieux qui est au courant du coup, mais est-ce que par hasard vous décèleriez, ça se dit, est-ce que vous qui êtes là sur le chat, vous voyez quelque chose qui aurait changé par rapport à d'habitude sur ce live? Est-ce que vous percevez un changement, une modification? Est-ce que vous sentez quelque chose de différent? Ça m'intéresserait déjà de savoir ça dans un premier temps sans que je vous en parle. Et puis si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas d'ailleurs, je vous expliciterai la chose dans quelques minutes. Grosso modo, sachez en tout cas que j'en parlais du coup avec Jumpy, l'une de nos modératrices et l'une de nos acolytes, n'est-ce pas, aussi sur le jeu de rôle Terre de Style. J'en parlais avec Jumpy tout à l'heure, et il manque pas une planète, nous dit qu'elle. Comment ça? Comment ça? Mais du coup, oui, j'en parlais tout à l'heure avec Jumpy. J'ai résumé la situation d'une manière très bien, je trouve. Je lui ai dit, en gros, enfin, je lui ai dit, bref, j'avance pas, mais j'avance. Et je suis vraiment dans un flux de ce style en ce moment. Je suis vraiment dans un moment de ma life, j'allais dire, mais plus un moment de la chaîne Planétéo et de mes autres projets où j'avance pas, mais j'avance. C'est-à-dire que je fais pas de choses qui me font vraiment très plaisir, je fais pas de choses euh, très voyante et très festive et voilà. Mais, euh, mais les choses avancent dans l'ombre. Grosso modo, je suis vachement dans une phase d'organisation, si je puis dire, de planification. J'ai fait beaucoup de tri. J'ai lu beaucoup de choses, par exemple le fait que les règles sur Twitch se soient endurcies depuis aujourd'hui, par exemple. Donc j'ai lu beaucoup de choses, je me suis renseigné sur beaucoup de choses. J'essaie d'étaper les choses dans mon esprit, voilà. En fait, le truc, c'est que maintenant, je veux tellement faire de projets, je veux tellement faire de live notamment, que ça devient compliqué de s'organiser, ça devient compliqué de se dire, ah ouais, mais est-ce que je vais pouvoir faire ça à tel moment et tutti quanti. Donc, il était temps de prendre le temps de préparer la piste de décollage, parce que des fois, avant d'avancer, il faut préparer son départ. Et donc voilà, là, voilà, je suis vraiment dans cette phase où je me crée un départ confortable, où je me crée une base solide avant de pouvoir bâtir dessus. Et donc ça va passer par tout un tas de choses, de la planification, de l'organisation, comme je le disais, et aussi une chose que j'aime faire une fois de temps en temps, tous les 6 mois, un an, de l'amélioration, j'ai envie de dire, technologique des lives, c'est-à-dire vraiment améliorer la caméra, améliorer les micros, améliorer les réglages, les logiciels, etc. etc. Et donc, aujourd'hui même, j'ai commencé cette démarche,
Et non, je n'ai pas mis de light. Non, il n'y a pas de planète qui a disparu. En effet, la planète en haut à gauche, c'est pendant les lives jeux vidéo. Mais il n'y a pas sur les lives lecture, en effet, Zikael. Donc non, ce n'est pas tout ce que vous me dites là. Bonsoir, petite Sab. Bienvenue sur le live, comment tu vas? Mais du coup, oui, ce n'est pas tout ce que vous avez énuméré. En un sens, ça me rassure que vous ne l'ayez pas remarqué, parce que ça veut dire que c'est plutôt bien géré. Maintenant, le vrai défi, ça va être est-ce que ça va fonctionner lors du live du jeudi 28, parce que je sais d'ores et déjà qu'il y aura un live jeudi 28, un live de gaming sur Sea of Thieves, pour la présentation de la mise à jour de Sea of Thieves. Grosso modo, j'ai fait des réglages son pendant très très longtemps cet après-midi. J'ai fait des tonnes de tests son pour une bonne raison, c'est que grosso modo, en fait très souvent lors des lives, vous le savez, je vous dis ah, est-ce que vous trouvez que le micro ça va? Est-ce que vous trouvez que le son par rapport au jeu est bon? Et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait souvent vous avez des retours gentils, et du coup je vais pas dire que vous avez des retours biaisés, mais peut-être que vous êtes plus gentil entre guillemets que objectif parfois là-dessus, ou j'en sais rien, ou peut-être bienveillant, ou enfin voilà, mais en tout cas, souvent, vous me dites, ouais, c'est parfait, ouais, c'est nickel, etc., etc. Et moi, ensuite, quand je vois la diffusion sur YouTube, je suis en mode, c'est flingué. Je suis en mode, putain, mais la qualité sonore est dégueulasse, et ça m'énerve. Alors, c'est beaucoup plus le cas sur les lives de gaming, notamment ces derniers temps. Faut dire aussi que voilà, j'ai changé de PC, j'ai changé le setup, j'ai changé tout un tas de choses au fur et à mesure des années, pardon. Ce qui fait que forcément, il y a tout un tas de réglages qui ont été plus subtils, il y a tout un tas de réglages qui ont changé naturellement, si je puis dire. Et là, j'ai l'impression que depuis 6 mois, un an, dans ces eaux-là, il y a eu un changement, et je saurais pas dire pourquoi, et je saurais pas dire quand exactement, mais assez récemment, il y a eu un changement qui fait que, notamment lors des lives de gaming, je trouve le son très mauvais. Grosso modo, c'est hyper dur à expliciter là comme ça sans vous montrer des extraits, etc. Mais vraiment, si je vous montrais les choses côte à côte, ça serait flagrant, je pense. Mais pour les lives de lecture, je suis relativement satisfait de la qualité en général. Ce qui peut arriver, c'est que lorsque je pousse le volume de mes lives de lecture en rediffusion, je trouve que ça a tendance à saturer un petit peu et avoir un très léger bruit de fond une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps, on entend très brièvement le souffle du ventilateur de mon PC, mais c'est rare. Donc là, j'ai tout changé, j'ai fait des énormes réglages pour que sans ventilateur, j'arrive à cette qualité, qui apparemment semble être relativement similaire à ce que vous avez d'habitude, puisque vous aviez pas l'air d'avoir grillé avant que je vous le dise. Donc a priori, ça me satisfait plutôt déjà, parce que ça veut dire que ça sera pas moins bon. Après, à moi de voir aussi à la rediffusion si je considère que c'est meilleur ou non, mais c'est déjà un bon point, c'est déjà, on va dans le bon sens. T'as l'oreille aussi, nous dit Zikael. Bah, je sais pas si j'ai l'oreille ou pas, je sais pas. Après, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique et que je me suis très intéressé pendant longtemps au mixage son, au mastering, etc. pour essayer de faire de la musique, pour essayer de faire mon album. Donc c'est vrai que peut-être je fais un peu plus gaffe et puis aussi tout simplement peut-être qu'en tant que streamer, entre guillemets, streamer, youtubeur avec des guillemets partout, bah peut-être que ouais, j'ai davantage le souci de me dire faut que ça soit quali, faut que ça soit bien, etc. Enfin voilà, ça me ferait chier en fait que c'est con, hein, mais ça se résume vraiment à ça. Ça me ferait chier que quelqu'un arrive sur mes lives, et puis peut-être que lui aussi a l'oreille, entre guillemets, si on part sur ce postulat-là, et, euh, et qu'ils se disent ah, j'aime bien le live, j'aime bien le contenu, j'aime bien le gars, j'aime bien ce qui se passe, etc., etc. Mais la qualité sonore est dégueulasse, j'ai pas envie d'entendre. Et ça m'emmerderait de savoir que des gens peut-être quittent parce que vraiment il y a un son pas beau ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais c'est vrai que moi, voilà, sur ce qui est des lives lecture, en gros, j'appelle ça sur ce qui est des lives sans ventilateur, c'est-à-dire où le ventilateur de mon PC est en utilisation normale et où il fait très peu de bruit, je pense avoir réglé le problème du mieux possible et je pense avoir une... En gros, je pense être repassé d'une qualité correcte bonne à une qualité très correcte très bonne.
C'est pas encore parfait, on pourrait toujours faire mieux, etc. bien sûr. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'estime sur ce qui va être des lives sans ventilateur, donc les lives lecture, les lives un peu plus à l'arrache, peut-être même les lives musique, peut-être une bonne nouvelle pour les lives musique, les lives jeux de rôle, les lives découverte de l'univers de League of Legends, même les lives sur South Park par exemple, puisque les lives sur South Park ne font pas beaucoup chauffer mon PC, donc le ventilateur ne se met pas en marche, outre mesure. Je pense que voilà, je pense que là j'ai atteint des réglages de qualité pas dégueu, et je pense que je m'en satisferai. Je vais m'en satisfaire dans les temps à venir. Très bien. Ceci dit, vu qu'a priori ça a l'air bon pour tout le monde, moi le vieux qui nous dit son clair même avec volume PC et bas plafond, vu que ça a l'air correct pour vous, je vais vérifier ça en rediffusion. Si en rediffusion je suis satisfait, on laissera ces réglages. Par contre, avec ces réglages, si je mets mon ventilo à fond, vous continuez à percevoir le ventilateur au travers du micro. Donc, je suis obligé de faire d'autres réglages encore plus... alors c'est dur à expliquer, mais en gros, qui enlèvent encore plus de son, voilà, pour faire très, très simpliste, qui enlèvent encore plus de son lorsque je fais des lives qui demandent le ventilo à fond. Quel genre de live ça va être? Clairement, les lives gaming pour la plupart des jeux, notamment Sea of Thieves, que je stream souvent. Parce que vraiment, no joke, hein, vraiment, la dernière rediff de Sea of Thieves, pendant tout le live, derrière ma voix, si vous écoutez, vous entendrez un... Et c'est insupportable, je trouve. D'ailleurs, ça se voit très bien au moment où je fais une pause. Il y a un moment où je fais une pause, où je vais aux toilettes, et du coup, je coupe mon micro. Et quand je reviens, ça passe vraiment d'un silence complet. Ça fait vraiment... Et je trouve que c'est marquant, quoi. Donc, ouais, moi, ça me gêne vraiment, et ça m'embête vraiment. Donc voilà, encore une fois, j'avance pas, mais j'avance. Et donc là, j'avance en essayant d'augmenter un peu la qualité des lives, notamment au niveau sonore, par exemple. Le test pour les réglages sans ventilateur, bah, c'est ce soir. A priori, ça s'avère plutôt probant au vu de vos réactions. Et je vérifierai du coup à la rediffusion si ça me satisfait. Euh, et puis concernant les lives qui demandent le ventilateur, le test aura lieu jeudi 28, puisque je le répète, jeudi 28 au soir, je devrais normalement vous présenter la mise à jour de Sea of Thieves, puisque Sea of Thieves a annoncé le début de leur pass avec la Season 1, du coup la saison 1, qui devrait normalement démarrer jeudi 28. J'espère qu'elle sera bien mise en ligne ce jour-là, parce qu'il y a toujours des retards en ce moment, donc j'appréhende un peu. J'espère que on aura le temps de la télécharger, pardon, avant le soir même, et j'espère aussi que les serveurs seront ok, etc. Et qu'on pourra vraiment faire ce live. Mais en tout cas, bah voilà, vous êtes au courant, et puis s'il y en a parmi vous qui, sur le live de gaming du jeudi 28 à 21h, peuvent aussi me faire un petit retour, vous seriez hyper gentil, et ça me ferait très très plaisir. De toute manière, j'en reparlerai lors de ce live, je pense. Mais ouais, ça m'aiderait encore à augmenter la qualité et à évoluer sur l'aventure Planétéo. Nanu qui nous dit en même temps c'est plus difficile de se rendre compte des différences de son sur les live lectures, sur du gaming ou de la musique, on aurait grillé direct. Oui, oui, clairement, c'est pas la même chose. Je pense vraiment que. Enfin, moi, ce qui personnellement me faisait dire qu'il fallait que je me mette au réglage son un jour, c'était clairement les live gaming. Bref, merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir fait un petit retour, les amis. Sur ces bonnes paroles et puis après vous avoir expliqué tout ça, je vais vous souhaiter de passer un agréable moment en ma compagnie. Je vous souhaite également la bonne santé. Je vous rappelle qu'il y aura encore un live cette semaine, dimanche à 15h, qui sera un live de découverte sur l'univers de League of Legends avec une nouvelle dédiée à Ornn et Volibear. Peut-être même deux nouvelles, on verra. Il y a également la veillée sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord comme d'habitude, hein, Discord, Facebook, Twitter, pour être au courant de tout ce qui se passe. Mais la veillée, c'est vraiment sur Discord, tous les dimanches, de 21h à minuit minimum, où grosso modo, je me mets en vocal et je discute avec vous, on peut jouer, on peut parler de tout et de rien, jouer à des petits jeux ensemble, etc. C'est très agréable, partager un petit peu. Donc voilà, ça c'est pour les créneaux sûrs de cette fin de semaine. Et il y a un créneau qui n'est pas sûr, c'est demain samedi.
Je sais pas encore si je me ferai pas un petit live de gaming ou un petit live de musique. Je sais pas encore trop. Euh, je dirais que le plus probable, c'est que je fasse un live à 21 h sur South Park The Stick of Truth. Donc voilà, je suis pas encore sûr à 100%, mais partez sur l'idée que c'est le plus probable et que si vraiment vous voulez voir cette série et ne rien manquer et être là lors du live, bah ça sera certainement demain à 21 h. Il y a des chances. Voilà, voilou. J'ai beaucoup parlé, encore plus que d'habitude. C'est pas grave, il le faut une fois de temps en temps, c'est important pour encore une fois l'évolution du live. Et puis, je vous réserve quelques surprises encore sur l'évolution. Voilà, j'ai vraiment envie d'investir et de me mettre davantage sérieusement, si je puis dire, même si je le prends très au sérieux depuis longtemps déjà, mais voilà, j'ai envie d'upgrade petit à petit cette chaîne. Et là, par exemple, en ce moment, je réfléchis beaucoup à me mettre des rideaux sur mes fenêtres pour pouvoir avoir une lumière constante chez moi. Ce qui fait que je pourrais fermer les rideaux pour les lives, mettre des lumières artificielles que j'achèterais du coup, genre des ring lights, etc. Pour avoir vraiment une meilleure qualité visuelle encore. Parce que lorsqu'il a neigé dimanche dernier, on avait une qualité de webcam incroyable. Et je pense que c'est à cause de la neige, du fait que ça se réverbérait dans le mur blanc et tout. Du coup, on avait une belle lumière blanche et du coup, la webcam était magnifique. Donc voilà, on va essayer de restituer cette qualité en achetant des rideaux pour enlever la lumière du dehors, en achetant des bonnes lumières pour bien m'éclairer pendant les lives, en éteignant, si possible, les lumières jaunes qui m'éclairent à présent, parce que c'est vrai que c'est moi ce que je trouve un peu dommage sur mes lives, ça fait une lumière très jaune. Et en plus, vu que j'ai pas mal de choses marron dans le décor, bah, ça fait très jaune marron. C'est un peu vieille maison, un peu austère, je trouve, mais bon. Donc voilà, j'aimerais bien améliorer aussi le live sur la qualité visuelle grâce aux lumières, grâce aux rideaux sur les fenêtres, tout ça. Et grâce également, alors là, ce sera plutôt sur la fluidité du live, je dirais, et au confort de live. Également, peut-être me prendre un petit Stream Deck. Ça me permettrait de, bah voilà, de créer des macros, hein, grosso modo. Grosso modo, d'appuyer sur un bouton qui me change tout ce dont j'ai besoin de changer pour une scène, etc. Sans que j'ai besoin d'aller cliquer partout, de changer, de prendre mon temps, de vérifier les réglages, tout ça, tout ça. Ça pourrait être très pratique, notamment parce qu'en fait, je me disais, ouais, c'est un peu gadget, est-ce que c'est vraiment utile? Mais je pense que ça pourrait être très pratique et confortable, notamment pour un concept, notamment pour les lives jeux de rôle. Parce que c'est vrai que pour les lives jeux de rôle, j'ai pas mal de presets différents, j'ai pas mal de scènes différentes. Et je pense que en une touche de Stream Deck passée de l'une à l'autre, ça m'aiderait à faire des moins longues pauses dans la narration, à moins perdre le fil et à plus rapidement rattacher les wagons et ouais, rester vraiment dans l'impro, dans la narration au maximum, sans perturbation. Voilà, voilà. J'ai beaucoup parlé du coup. Je m'en excuse. Il faut une fois de temps en temps mettre les choses au point. Je pense que c'est bien. Et puis, on va pouvoir se mettre dans ce qui nous intéresse ce soir. Comme je le disais, ce soir, nous entamons la troisième partie de Don Quichotte, tome 1. Et je vais vous lire les chapitres 15 à 18. Donc, je vais faire chapitres 15 et 16 d'une traite, une pause, et ensuite chapitres 17 et 18. Ça devrait faire un bon petit live sympathique. J'ai estimé sur Don Quichotte que 40 pages par soir, c'était pas mal. Donc voilà, je fais à peu près ça. Et puis on verra bien. Euh, et puis bah, je vais fermer ma gueule parce que je parle beaucoup vraiment. Et là, en vérité, on passe un peu à autre chose. Grosso modo, pour que vous puissiez rattacher les wagons, le tout dernier événement auquel on a assisté, c'est l'enterrement de Grisostomo avec Marcella qui est venue un petit peu interpeller les gens à l'enterrement, etc. Donc voilà, c'est à peu près là qu'on s'en est arrêté pour ceux qui se rappellent. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute, petite Sab, bonne écoute Manu, bonne écoute moi le vieux et Zikael, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Troisième partie de l'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche. Chapitre 15. Où est contée la malheureuse aventure qui tomba sur Don Quichotte lorsqu'il tomba sur quelques Yangois sans vergogne. Le sage Cid Ahmet Benengeli raconte qu'après avoir quitté ses hôtes et tous ceux qui étaient venus à l'enterrement de Grisostomo,
Don Quichotte entra aussitôt avec son écuyer dans ce même bois où il avait vu entrer la bergère Marcella. Après avoir passé plus de 2 heures à la chercher de tous côtés sans pouvoir la trouver, ils finirent par s'arrêter dans un pré couvert d'une herbe fraîche. Tout près courait un ruisseau si calme et si frais, qu'il invita et même qu'il força à passer là les heures de la sieste, qui commençaient à prendre toute leur rigueur. Don Quichotte et Sancho mirent pied à terre, et laissant l'âne et Rocinante paître librement l'herbe qui abondait en cet endroit, ils fouillèrent leurs besaces et sans aucune cérémonie, maître et valet mangèrent en bonne paix et compagnie ce qu'ils y trouvèrent. Sancho ne s'était pas occupé d'attacher Rocinante, car il n'avait pas d'inquiétude. Il le savait si doux et si peu gaillard que toutes les juments de la pâture de Cordoue ne l'auraient dévoyé. Mais le sort voulut, et le diable, qui ne dort pas toujours, que dans cette vallée un troupeau de juments de Galice fut en train de paître. Elles étaient avec quelques muletiers yangois, qui ont l'habitude de faire la sieste avec leurs bêtes en des sites et des lieux où il y a de l'herbe et de l'eau. Celui qu'avait rencontré Don Quichotte leur convenait très bien. Et il arriva donc qu'il prit envie à Rocinante de folâtrer avec ses dames juments. Dès qu'il les sentit, il quitta son allure et ses mœurs ordinaires, et sans demander l'autorisation à son maître, prit un petit trot un tant soit peu fringant, et s'en fut leur communiquer ses besoins. Il s'avéra cependant qu'elles avaient plus envie de paître que d'autre chose, et elles le reçurent à coups de sabots et de dents. En peu de temps, ses sangles furent tranchées et il se retrouva sans selle, à poil. Mais ce dont il se ressentit le plus, c'est que les muletiers, qui virent la violence que subissaient leurs juments, accoururent avec des pieux et lui donnèrent tant de coups qu'ils le mirent au sol en piteux état. Là-dessus, Don Quichotte et Sancho, qui avaient bien vu la bastonnade sur Rocinante, arrivèrent hors d'haleine, et Don Quichotte dit à Sancho: « Il me semble, ami Sancho, que ce ne sont pas des chevaliers, mais des gens de peu et de basse extraction. Je le dis parce que tu as bien le droit de m'aider à prendre la nécessaire vengeance de l'offense faite à Rocinante sous nos yeux. » « Quel diable de vengeance devons-nous prendre s'ils sont plus de 20, et nous pas plus de 2, et même d'1 et demi ? » « Je compte pour 100 !» Et sans plus de discours, il mit la main à l'épée et fonça sur les yangois. Poussé et transporté par l'exemple de son maître, Sancho en fit de même. D'entrée, Don Quichotte frappa l'un d'eux d'un coup de taille qui lui ouvrit sa casaque de cuir et une bonne partie de l'épaule. En se voyant malmenés par ces 2 hommes seuls alors qu'ils étaient si nombreux, les yangois coururent à leurs pieux, les encerclèrent et se mirent à redoubler les coups avec autant d'acharnement que de violence. Il faut reconnaître qu'au second ils mirent Sancho à terre, et qu'il en fut de même pour Don Quichotte, sans que lui valussent son adresse et son bon courage. Et le sort voulut qu'il vint à tomber aux pieds de Rocinante qui ne s'était pas encore relevée. On notera l'impétuosité avec laquelle des pieux mis dans des mains rustres et énervées pilonnent. Voyant la mauvaise besogne qu'ils avaient faite, les yangois chargèrent leurs bêtes aussi vite qu'ils le purent, et poursuivirent leur route, laissant les 2 aventuriers en un sale état et dans une humeur pire. Sancho Panza fut le premier à retrouver le sentiment, et comme il se trouvait près de son maître, il dit d'une voix gémissante et souffrante: « Seigneur Don Quichotte! Ah! Seigneur Don Quichotte !»« Que veux-tu, cher Sancho ?» répondit Don Quichotte d'une voix aussi faible et aussi plaintive. « Je voudrais, si c'était possible, que vous me donniez 2 gorgées de cette boisson de fiel à casse, si vous en avez sous la main. Peut-être qu'elle servira pour les os cassés comme pour les blessures. »« Ah, si j'en avais ici, pauvre de moi, de quoi aurions-nous besoin? Mais je te jure, Sancho Panza, sur ma foi de chevalier errant, qu'avant 2 jours, si le sort n'en décide pas autrement, je dois l'avoir en ma possession, ou bien nous serons dans de mauvaises mains. »« Et les pieds, dans combien de jours croyez-vous que nous pourrons les bouger? » ?»« Tout ce que je peux dire en ce qui me concerne, c'est que moi je ne saurais fixer un terme, » répondit le moulu chevalier Don Quichotte. « Mais tout est de ma faute, car je n'aurais pas dû mettre la main à l'épée contre des individus qui n'ont pas été armés chevaliers comme moi. Et donc je pense que pour me châtier d'avoir enfreint les lois de la chevalerie, le dieu des batailles a permis qu'on m'inflige cette punition. Et c'est pourquoi, Sancho, mon ami, il faut que tu sois bien averti de ce que je vais maintenant te dire, car c'est de la plus haute importance pour notre salut, à tous les 2. C'est que lorsque tu verras ce genre de canaille nous faire quelque offense, tu ne devras pas attendre que je tire mon épée contre eux, parce que je ne le ferai en aucune façon. Toi, tu tireras ton épée, et tu les châtieras à ton aise, car si des chevaliers accourent pour les aider et les défendre, moi je saurai te défendre et les attaquer de toute ma force. Tu auras déjà vu, à 1000 preuves et faits jusqu'où vont la valeur, la force de mon bras. » Telle était l'arrogance que conservait le pauvre Hidalgo depuis sa victoire sur le valeureux Biscayen. Mais l'avis que lui donnait son maître
ne satisfit pas assez Sancho pour qu'il s'abstint de répondre. Monsieur, moi je suis un homme pacifique, doux, paisible, et je sais avaler n'importe quelle injure parce que j'ai une femme et des enfants à nourrir et à élever. C'est pourquoi veuillez recevoir cet avis, puisque ce ne peut être un ordre. C'est qu'en aucune façon je ne mettrai la main à l'épée, ni contre un vilain, ni contre un chevalier. Et que de ce jour jusqu'à celui où je serai devant Dieu, je pardonne à toutes les offenses qu'on m'a faites et qu'on me fera, que celui qui me les a faites, qui me le fait, qui me les fera, soit de rang élevé ou bas, riche ou pauvre, hidalgo ou roturier, sans exception d'état ni d'aucune condition. Entendant cela, son maître dit « J'aimerais pouvoir respirer pour parler un peu à l'aise, et que la douleur que j'ai à cette côte me laisse quelque répit, pour te faire comprendre, Panza, dans quelle erreur tu es. Viens, moi, pêcheur, si le vent de la fortune, jusqu'alors si contraire, tourne en notre faveur, tandis que les ailes du désir nous emportent pour qu'infailliblement et sans vent contraire, nous arrivions au port en une de ces îles que je t'ai promises. Qu'en serait-il de toi, si lorsque je l'aurais gagné et t'en aurais rendu maître, toi, tu venais à tout rendre impossible, parce que tu n'es pas chevalier, ni ne veux l'être, et que tu n'es ni valeureux, ni résolu à venger tes injures et à défendre ta possession. Car sache-le bien, dans les royaumes et les provinces récemment conquis, les esprits de la population ne sont jamais assez apaisés, ni assez favorables à leur nouveau maître, pour qu'on puisse ne pas redouter quelque innovation qu'ils vont faire pour changer à nouveau les choses et recommencer, comme ils disent, à tenter fortune. Et c'est pourquoi il est nécessaire que le nouveau possesseur ait l'intelligence de savoir se gouverner, et le courage d'attaquer et de se défendre, en toute situation. Dans celle-ci de situation, celle où nous venons de nous trouver, j'aurais bien voulu avoir cette intelligence et ce courage dont vous parlez. Mais je vous jure, foi de pauvre homme, que j'ai plus besoin d'emplâtre que de discussion. Voyez si vous pouvez vous lever, et nous aiderons Rocinante, même s'il ne le mérite pas, car il est la cause principale de toute cette tannée. Je n'aurais jamais cru cela de lui. Je croyais que c'était une personne chaste et aussi pacifique que moi. Vraiment, on a bien raison de dire qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à connaître les gens, et qu'on n'est sûr de rien en cette vie. Qui aurait dit, après ces grands coups de taille que vous avez donnés à cet infortuné chevalier errant, qu'une telle grande tempête de coups allait courir la poste pour venir se décharger sur nos épaules? Encore les tiennes, Sancho, sont-elles probablement faites à de semblables grêles, mais pour les miennes, faites depuis mon enfance aux étoffes des Indes et de Hollande, il est clair qu'elles sentiront plus la douleur de cette infortune. Et n'était que... j'imagine... que dis-je? Imagine que je sais parfaitement que toutes ces incommodités sont bien incluses dans l'exercice des armes, je me laisserais ici mourir de dépit. Monsieur, répliqua son écuyer, puisque ces malheurs se récoltent dans la chevalerie, dites-moi s'ils se produisent très fréquemment ou s'ils se produisent par période très limitée, parce qu'il me semble qu'en deux récoltes, nous n'aurons pas besoin d'une troisième, si Dieu ne nous secourt pas dans son infinie miséricorde. Sache, ami Sancho, que si la vie des chevaliers errants est sujette à 1000 dangers et mésaventures, elle est tout simplement en puissance prochaine de les faire devenir rois et empereurs, comme l'expérience l'a montré pour de nombreux et divers chevaliers, des histoires desquelles j'ai, moi, entière connaissance. Et si la douleur me le permettait, je pourrais maintenant t'expliquer comment certains, à la seule valeur de leurs bras, ont monté au plus haut degré que j'ai décrit. Et ceux-là même se sont vus avant et après en diverses calamités et misères, car le valeureux Amadis se vit au pouvoir de son mortel ennemi Archalaeus, l'enchanteur, dont on tient pour avéré qu'il le garda prisonnier et qui lui donna plus de 200 coups de fouet avec les rênes de son cheval, attachées à une colonne dans une cour. Et même, il y a un auteur secret, et dont le crédit n'est pas petit, qui dit que le chevalier du Phébus fut capturé au moyen d'une certaine trappe qui s'enfonça sous lui en un certain château, et que tombant, il se retrouva dans un profond ravin sous terre, pieds et mains liés, et que là on lui donna un de ces lavements, comme on dit, qu'on fait avec de l'eau de neige et du sable, qui le mit à la dernière extrémité. Et s'il n'avait pas été secouru en cette grande tribulation par un sage enchanteur de ses amis, le pauvre chevalier se serait trouvé très mal. Aussi puis-je parfaitement rejoindre ces gens de bien, puisqu'ils ont enduré de plus grandes offenses que celles que nous endurons maintenant. Car je tiens à te faire savoir, Sancho, que les blessures données par des instruments occasionnellement pris en main ne constituent pas des offenses. C'est dit dans la loi du duel, et c'est écrit en toutes lettres, que si le cordonnier frappe quelqu'un avec la forme qu'il a dans la main, il a véritablement frappé, mais on ne dira pas que celui qui l'a frappé doit s'en frapper. Je le dis pour que tu ne crois pas que si nous sortons brisés de cette bagarre, nous en sortions offensés. Enfoncés, oui, mais par des gens seulement armés d'épieux. D'épées, si je m'en souviens bien, aucun d'eux n'en avait, ni de dague ou de poignard. Moi,
Ils ne m'ont pas donné le temps de regarder tout ça, car j'avais à peine mis la main à ma tisonnard qu'ils m'ont baptisé les épaules avec de tels coups de tronc qu'ils ont ôté la vue à mes yeux, et la force à mes pieds, me renversant à cet endroit où je gis maintenant, et où le fait de savoir si la bastonnade était ou non une offense ne me cause aucune peine. Si j'en ai, c'est à sentir la douleur des coups, qui eux demeureront gravés dans ma mémoire comme sur mes épaules. Je te fais tout de même savoir, mon cher, qu'il n'est aucun souvenir que le temps ne détruise, aucune douleur que la mort n'achève. Mais quel plus grand malheur peut-il y avoir que celui qui attend que le temps l'achève et que la mort le détruise? Encore si notre désastre était de ceux qui se soignent avec une paire d'emplâtres, ce ne serait pas si mal. Mais je vois bien que même tous les emplâtres d'un hôpital ne suffiront pas pour l'arranger. Il suffit, Sancho. Tire donc force de faiblesse, c'est ce que je ferai aussi. Et voyons comment va Rocinante, car je crois que le pauvre n'a pas reçu la plus petite partie de ce désastre. Rien de très étonnant là-dedans, puisqu'il est lui aussi chevalier errant. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que mon âne s'en tire libre et acquitté, tandis que nous en sortons esquintés. Au milieu des malheurs, la fortune laisse toujours une porte ouverte pour leur donner remède. Soit dit parce que cette bestiole va suppléer pour le moment à l'incapacité de Rocinante et me porter jusqu'à quelque château où mes blessures seront soignées. Je ne tiendrai d'ailleurs pas à déshonneur ce type de chevalerie, puisque je me souviens d'avoir lu que ce bon vieillard Silène, oncle et précepteur du joyeux dieu du rire, allait très à son aise sur un magnifique baudet lorsqu'il entra dans la cité aux 100 portes. C'est peut-être vrai qu'il chevauchait comme vous dites, mais il y a grande différence entre chevaucher et être couché en travers comme un sac d'ordures. À quoi donc Don Quichotte répondit. Les blessures reçues au combat donnent l'honneur au lieu de l'ôter. Aussi, mon cher Sancho, cesse de me répondre et lève-toi plutôt, comme je te l'ai déjà dit, et mets-moi de la manière que tu voudras sur ton âne, et partons d'ici avant que la nuit tombe et qu'elle nous surprenne en ce lieu inhabité. Mais moi, je vous ai entendu dire que c'est tout à fait les chevaliers errants, de dormir presque toute l'année dans des endroits déserts et isolés, et que pour eux, c'est une grande aventure. Ça, c'est lorsqu'ils n'ont rien d'autre ou qu'ils sont amoureux. Et c'est si vrai qu'il y a eu un chevalier qui est resté sur un rocher au soleil, à l'ombre et aux inclémences du ciel, pendant 2 ans sans que sa dame le sût. Et Amadis fut un de ces chevaliers, lorsque sous le nom de Beau-Ténébreux, il se logea à la Roche-Pauvre 8 ans, ou 8 mois, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais l'important de toute façon est qu'il soit resté là-bas à faire pénitence pour je ne sais quel déplaisir que lui fit la dame Oriane. Mais laissons cela maintenant, Sancho, et termine avant qu'il n'arrive à l'âne un nouveau malheur comme à Rocinante. Ça, ce serait vraiment le diable. Et lâchant 30 ailles, 60 soupirs et 120 jurons et blasphèmes contre celui qui l'avait mené ici, il se leva, mais s'arrêta à mi-chemin. Courbé comme un arc turc, incapable de se redresser tout à fait. Et c'est en peinant ainsi qu'il prépara son âne, qui s'était lui aussi un tant soit peu dévoyé dans l'excessive licence de cette journée. Il releva ensuite Rocinante, que Sancho ni son maître n'auraient jamais pu suivre dans ses plaintes s'il avait eu une langue pour les pousser. Finalement, Sancho installa Don Quichotte sur son âne, auquel il attacha Rocinante, et prenant l'âne par le licou, il choisit plus ou moins la direction dans laquelle il pensait rencontrer le chemin royal. Il n'avait pas fait une petite lieue que le sort qui guidait de mieux en mieux ses affaires le fit tomber sur ce chemin où il découvrit une auberge, qui malgré lui et au gré de Don Quichotte, devait être un château. Lui maintenait que c'était une auberge, son maître que non, que c'était un château. Et la querelle dura si longtemps qu'ils purent y parvenir sans l'avoir achevé. Sancho entra sans autre vérification avec toute sa troupe. Chapitre 16. De ce qui arriva à l'ingénieux Hidalgo dans l'auberge que lui, il prenait pour un château. En voyant Don Quichotte en travers sur l'âne, l'aubergiste demanda à Sancho de quel mal il souffrait. Sancho répondit que ce n'était rien, il était seulement tombé du haut d'un rocher et il avait les côtes un peu froissées. L'aubergiste avait une femme qui n'avait pas le caractère de celles qui font ce genre de métier. En effet, elle était naturellement charitable et ressentait les malheurs de ses semblables. Aussi elle accourut tout de suite pour soigner Don Quichotte, et s'arrangea pour que sa fille, demoiselle jeune et très jolie, l'aide à s'occuper de son hôte. Dans la même auberge servait aussi une fille des Asturies, large de visage, plate de nuque, le nez écrasé, un œil borgne et l'autre pas très sain. La prestance du corps, il est vrai, réparait les autres défauts. Elle ne faisait pas 7 pans des pieds à la tête, et les épaules, en l'écrasant un tant soit peu, la faisaient regarder au sol plus qu'elle n'eût voulu.
Cette gracieuse jeune fille, donc, aida la demoiselle, et toutes deux firent pour Don Quichotte un très mauvais lit dans une baraque en planches, qui visiblement portait des traces d'avoir servi de paillère pendant de longues années. Un muletier y logeait aussi. Il avait fait son lit un peu plus loin que celui de notre Don Quichotte. Et quoique fait de bas et de housses à sceller les mulets, il semblait bien meilleur que le sien, composé en tout et pour tout de 4 planches mal équarries, posées sur 2 bancs plutôt inégaux. D'un matelas si mince qu'on eût cru une couverture pleine de jalets, et si certaines déchirures n'avaient pas montré que ces boules étaient de laine, elles semblaient de pierre au toucher, de 2 draps de cuir de bouclier, et d'une couverture dont on eût pu compter tous les fils sans en oublier un, si on l'avait voulu. C'est sur ce maudit lit que se coucha Don Quichotte. Aussitôt la femme de l'aubergiste et sa fille lui firent un seul emplâtre de la tête aux pieds. Maritorne les éclairait, l'Asturienne s'appelait ainsi. Et comme en le frottant l'aubergiste vit qu'il était par endroits tout couvert de bleu, elle dit que c'était plutôt des coups qu'une chute. Ce n'était pas des coups, dit Sancho, mais la roche avait beaucoup de pointes et de saillies, et chacune a fait son bleu. Il ajouta. Essayez qu'il reste quelques étoupes, madame. Quelqu'un d'autre ne manquera pas d'en avoir besoin, car moi aussi j'ai mal aux côtes. Et donc, tu es sans doute tombé, toi aussi, répondit l'aubergiste. Je ne suis pas tombé, mais du sursaut que j'ai eu en voyant tomber mon maître, mon corps à moi me fait tellement mal lui aussi, qu'il me semble que j'ai reçu 1000 coups de bâton. Ça pourrait très bien se faire, dit la jeune fille, parce que moi il m'est arrivé souvent de rêver que je tombais d'une tour, et jamais je ne finissais par arriver à terre, et lorsque je sortais de mon rêve, je me retrouvais toute moulue, brisée, comme si j'étais véritablement tombée. Voilà le truc, madame, car moi sans rien rêver, au contraire en étant même plus réveillé que je le suis maintenant, je me retrouve avec à peine quelques bleus de moins que monseigneur Don Quichotte. Comment s'appelle donc ce gentilhomme demanda Maritorne l'Asturienne. Don Quichotte de la Manche, répondit Sancho Panza, et c'est un chevalier aventurier, un des meilleurs et des plus forts qui se soit vu de longtemps en ce monde. Qu'est-ce que c'est un chevalier aventurier demanda la servante. Tu es donc si jeune que tu ne le sais pas? Eh bien, apprends, ma chère petite, qu'un chevalier errant, c'est quelqu'un qui, en un rien de temps, se retrouve bâtonné puis empereur. Aujourd'hui, c'est l'être le plus malheureux du monde, le plus nécessiteux, et demain, il aura 2 ou 3 couronnes de roi à donner à son écuyer. Mais alors, comment se fait-il que toi, qui es celui de ce bon monsieur, tu n'as pas même à ce qu'il semble un titre de comte? C'est encore trop tôt, car il n'y a pas un mois que nous sommes en train de chercher les aventures, et jusqu'à maintenant nous ne sommes jamais tombés sur la bonne, et parfois il arrive qu'on cherche une chose et qu'on en trouve une autre. Vraiment, si monseigneur Don Quichotte guérit de ses coups, ou plutôt de cette chute, et si moi je n'en reste pas tordu, je n'échangerai pas mes espérances contre le meilleur titre d'Espagne. Don Quichotte avait écouté avec beaucoup d'attention toute cette conversation. En s'asseyant dans son lit, il prit la main de l'aubergiste et dit « Croyez-moi, belle dame, vous pouvez vous dire bien aventuré d'avoir hébergé en ce château un personnage tel que moi, que je ne louerai pas, mais seulement parce que se louer soi-même avilit. Mon écuyer vous dira toutefois qui je suis. Je me contente de vous dire que je garderai éternellement écrit dans ma mémoire le service que vous m'avez rendu, pour vous en remercier tout le temps que ma vie durera. Et plutôt aux cieux que l'amour ne me tint ni soumis ni sujet à ses lois, ni les yeux de cette belle ingrate dont je murmure le nom entre mes dents. Ainsi ceux de cette belle demoiselle se pourraient rendre maîtres de ma volonté. » Tout étonné, l'aubergiste, sa fille et la brave Maritorne écoutaient le discours de l'errant chevalier, et le comprenaient aussi peu que s'il parlait grec, tout en devinant bien, cependant, que tout tirait vers des avances et des galanteries. Peu faites à ce genre de langage, elles le considéraient, sidéraient. Il leur semblait d'une autre espèce que les hommes qu'elles fréquentaient. Avec des politesses d'auberge, elles le remercièrent pour ses avances, et le laissèrent, et Maritorne l'Asturienne soigna Sancho, qui n'en avait pas moins besoin que son maître. Le muletier s'était mis d'accord avec elle pour passer ensemble un moment agréable cette nuit. Elle lui avait donné sa parole que lorsque les clients se reposeraient et que les patrons seraient endormis, elle viendrait le retrouver pour lui procurer tout le plaisir qu'il voudrait. On dit de cette bonne fille que jamais elle ne donna ce genre de parole sans la tenir, l'eût-elle fait en pleine forêt et sans témoin, car elle était très entichée de sa noblesse et ne trouvait pas infamant de se retrouver employée comme servante à l'auberge. C'étaient des malheurs, des revers de fortune, qui l'avaient conduite à cet état, disait-elle. Dans cette étable étoilée, il y avait d'abord le lit dur, étroit, vilain et déloyal de Don Quichotte. Juste derrière, Sancho fit le sien, formé en tout et pour tout d'une natte de Sparte et d'une couverture qui avait plutôt l'air de crin ras que de laine. Derrière ces 2 lits venait celui du muletier,
fabriqué, comme on l'a dit, avec les bases et tout le harnachement des deux meilleurs muletiers qu'il menait, des deux meilleurs mulets qu'il menait, et pourtant il en avait 12 lustrés, gros et fameux, parce que c'était un des plus riches muletiers d'Arevalo, ainsi que le dit l'auteur de cette histoire, qui fait mention nominale du muletier parce qu'il le connaissait très bien. Certains veulent même qu'il lui fût un tant soit peu apparenté. Par ailleurs, Sid Mahamat Benengeli fut un historien très précis et très détaillé en toutes choses, ce qui se voit très bien au fait qu'il n'a pas voulu passer sous silence celles qu'on vient de rapporter, quoique si infimes et si basses. Ce dont pourront tirer exemple les graves historiens qui nous rapportent les actions si brièvement et si succinctement que c'est à peine si elles nous arrivent aux lèvres, par négligence, malice ou ignorance, ils laissent dans l'encrier le plus substantiel de leur travail. Mille saluts à l'auteur de Tablante de Ricamonte et de cet autre livre, qui relate les faits du comte Tomilas, pour leur exactitude en décrivant tout. Je disais donc qu'après être allé voir ses mulets et leur avoir donné leur seconde ration, le muletier s'allongea sur ses bas et se mit à attendre sa très ponctuelle Maritorne. Sancho était déjà pansé et couché, et il essayait de dormir, mais la douleur de ses côtes le lui interdisait. Quant à Don Quichotte, avec la douleur des siennes, il avait les yeux grands ouverts comme un lièvre. Toute l'auberge était silencieuse, et sans autre lumière que celle donnée par une lampe qui brûlait suspendue au milieu du porche. Ce calme extraordinaire, et les pensées que toujours notre chevalier tirait des événements que racontent à tout bout de champ les livres responsables de son infortune, apportèrent à son imagination une des plus étranges folies qui peuvent bonnement s'imaginer, et ce fut qu'il s'imagina être arrivé dans un château fameux, car comme on l'a dit, toutes les auberges où il logeait étaient pour lui des châteaux, et que la fille de l'aubergiste était celle du seigneur du château, que séduite par sa fringante allure, elle était tombée amoureuse de lui, et avait décidé de venir cette nuit en cachette de ses parents, passer un agréable moment au lit en sa compagnie. Et tenant pour ferme et pour authentique toute cette chimère qu'il s'était fabriquée tout seul, il commença à s'inquiéter et à penser à la périlleuse situation où sa chasteté allait se voir. Il résolut en son cœur de ne pas commettre déloyauté envers sa dame Dulcinée du Toboso, même si la reine Guenièvre en personne, avec sa dame Quintanona, se présentait à lui. Il ruminait ses extravagances lorsque arrivèrent le temps et l'heure, qui pour lui fut funeste, de la venue de l'Asturienne. En chemise et pieds nus, les cheveux retenus dans une résille de futaine, elle entra à pas muets et prudents dans la pièce où ils se trouvaient tous trois, à la recherche du muletier. Mais dès qu'elle fut à la porte, Don Quichotte l'entendit. Malgré ses emplâtres, il s'assit dans le lit à la grande douleur de ses côtes, et il étendit les bras pour recevoir sa belle demoiselle l'Asturienne. Elle, en se faisant aussi petite et silencieuse qu'elle pouvait, avançait mains étendues à la recherche de son chéri. Elle rencontra les bras de Don Quichotte, qui l'attrapa fortement par un poignet, la tira vers lui sans qu'elle ose dire un mot, et la fit asseoir sur le lit. Il palpa aussitôt sa chemise. C'était une grossière toile de chanvre, pour lui ce fut sandal très fin et délié. Elle portait au poignet quelques perles de verre, qui eurent pour lui l'éclat des perles précieuses de l'Orient. Les cheveux tirant quelque peu sur le crin furent recensés comme fils du plus éclatant or de l'Arabie, dont la splendeur obscurcissait même le soleil. Quant à la laine, elle sentait indubitablement la salade rance de la veille. Il lui sembla qu'émanait de sa bouche une odeur suave et aromatique. En somme, il la peignit en son imagination exactement sur le patron et modèle qu'il avait lu dans ses livres à propos de l'autre princesse, qui vint voir le chevalier malement navré, vaincu par son amour, avec tous les ornements qu'on a mis ici. Et l'aveuglement du pauvre Hidalgo était si fort, que ni le toucher ni la laine, ni tout ce que véhiculait d'autre la brave demoiselle, ne dissipait son illusion, alors qu'il y avait de quoi faire vomir un autre, sauf un muletier. Au contraire, il croyait tenir dans ses bras la déesse de la beauté. En la serrant bien fort, il se mit à lui dire tout bas d'une voix amoureuse. J'eusse voulu me trouver, belle et haute dame, en posture de pouvoir vous rembourser par un don aussi bien dimensionné que celui que vous m'avez fait en venant me trouver. Mais la fortune, qui ne se lasse de persécuter les bons, a voulu me mettre dans ce lit, où je gis si moulu, si esquinté, que même si je voulais satisfaire la vôtre de toute ma volonté, il me serait impossible. D'ailleurs, à cette impossibilité s'en ajoute une autre plus grande, qui est que je garde la foi donnée à la sans pareille Dulcinée du Toboso, unique maîtresse de mes pensées les mieux cachées, car s'il n'y avait pas ça au milieu, je ne serais pas un chevalier assez bête pour laisser passer sans mots, dire l'occasion de bonne aventure, que votre grande bonté m'a donnée. Maritorne était toute retournée, et tout en sueur de se voir si pressée par Don Quichotte, et sans entendre ni écouter les discours qu'il lui tenait, elle essayait en silence de se libérer.
Notre bon muletier, que ses mauvais désirs gardaient réveillé, avait entendu sa garce dès qu'elle avait passé la porte. Il resta à écouter attentivement tout ce que disait Don Quichotte. Jaloux de ce que l'Asturienne lui avait manqué de parole pour un autre, il s'approcha du lit de Don Quichotte et se tint immobile pour voir où allaient aboutir ces discours qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais voyant que la servante luttait pour se dégager et que Don Quichotte s'efforçait de la retenir, il ne goûta pas la plaisanterie. Il leva le bras et déchargea un si terrible coup de poing sur les étroites mâchoires du chevalier Renamouré qu'il lui mit toute la bouche en sang. Mais sans se tenir pour satisfait, il lui monta dessus, sur les côtes, et plus vite qu'au trot, il alla leur rendre à toute une visite avec ses pieds, de la première à la dernière. Ne pouvant supporter le poids supplémentaire du muletier, le lit plutôt malingre et fragile dans ses fondements s'effondra. Ce grand fracas réveilla l'aubergiste, qui se dit très vite que c'était un des mauvais tours de Maritorne. En effet, il l'avait appelée à grands cris, et elle n'avait pas répondu. Dans ce soupçon, il se leva, alluma une lampe, et se dirigea vers l'endroit où il avait entendu la bagarre. Voyant arriver son maître, et qu'il était d'une humeur terrible, la servante, tout effrayée et tout en émoi, se réfugia dans le lit de Sancho Panza, qui dormait encore. Elle s'y blottit et s'y pelotonna. L'aubergiste entra, disant « Où tu es, la pute? Sûr que c'est encore un de tes coups !» Là-dessus, Sancho se réveilla, et sentant cette masse presque sur lui, il crut qu'il avait le cauchemar, se mit à donner des coups de poing des deux côtés, et dans le nombre, il atteignit je ne sais combien de fois Maritorne, qui, sous le coup de la douleur, envoya promener les politesses, lui en rendit autant, et de mauvais gré le tira du sommeil. Lui, se voyant traité de telle façon, et sans savoir par qui, se releva comme il put, saisit Maritorne à bras-le-corps, et tous deux commencèrent l'escarmouche la plus acharnée et la plus comique du monde. Mais la lumière de la lampe de l'aubergiste permit au muletier de voir dans quelle situation se trouvait sa dame. Il laissa Don Quichotte et courut lui porter le secours nécessaire. L'aubergiste en fit de même, quoique dans une intention différente, car il allait châtier la servante, pleinement convaincu qu'elle seule avait occasionné toute cette harmonie. Le chat au rat, le rat au fil, le fil au bois, dit-on. Ainsi le muletier tapait sur Sancho, Sancho sur la servante sur lui, l'aubergiste sur elle, et tous y allaient si vite, avec tant de hâte, qu'ils ne se donnaient pas un instant de repos. Le meilleur, c'est que la lampe de l'aubergiste s'éteignit, et en se retrouvant dans l'obscurité, ils se tapaient tous au jugé, avec si peu de compassion que leurs mains, où qu'elles frappa, ne laissaient rien intact. Cette nuit-là, un sergent dormait par hasard à l'auberge, un de ceux qu'on appelle de la sainte fraternité vieille de Tolède. Entendant lui aussi le prodigieux vacarme de la bagarre, il se saisit de sa demi-verge et de la boîte en fer blanc qui contenait ses titres, et il entra à tâtons dans la pièce en disant « Halte à la justice! Halte à la sainte fraternité !» Le premier sur qui il tomba, ce fut Don Quichotte. Tout roué de coups de poing dans son lit effondré, il était étendu sur le dos sans connaissance. Le sergent lui attrapa la barbe à l'aveuglette, sans cesser de crier « Main forte à la justice !» Mais voyant que celui qui l'avait attrapé ne remuait ni ne bougeait, il s'imagina qu'il était mort, et que ceux qui étaient là-dedans étaient ses assassins. Dans ce soupçon, il cria plus fort « Fermez la porte de l'auberge! Attention que personne ne s'échappe! On a tué un homme ici !» Ce cri surprit tout le monde, et chacun cessa le combat dans l'attitude où le cri le trouva. L'aubergiste se retira dans sa chambre, le muletier sur ses bas, la servante dans son galetas. Seuls les malheureux Don Quichotte et Sancho ne purent bouger d'où ils étaient. Alors le sergent lâcha la barbe de Don Quichotte et sortit chercher de la lumière pour chercher et arrêter les coupables. Mais il n'en trouva pas, parce que l'aubergiste avait fait exprès d'éteindre la lampe en rentrant dans sa chambre. Il fallut se servir de la cheminée, où avec beaucoup de peine, il mit beaucoup de temps à en allumer une autre. Et c'est la fin du chapitre 16, les amis. Nous marquons donc une courte pause. C'était super sympa, j'ai bien aimé. Bonsoir Dimal, et bonsoir Yggdrasilwin. Je suppose que c'est un mélange d'Halloween et d'Yggdrasil du coup. En tout cas, bonsoir à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Merci de rejoindre le live de ce soir, ça fait plaisir. Je kiffe bien. Bah tiens, j'en profite encore une fois, désolé, hein, je sais que je me répète beaucoup là-dessus, mais je suis vraiment soucieux que la qualité soit correcte en fait. Je suis vraiment soucieux que la qualité soit bonne même. Donc encore une fois, si vous avez eu l'oreille plus ou moins attentive sur cette lecture, n'hésitez pas à me dire, est-ce que
Vous avez senti que la qualité était comme d'habitude, mieux que d'habitude, moins bien que d'habitude? Est-ce qu'il y a des moments où ça a saturé ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des moments où il y avait peut-être des mots entrecoupés, etc., etc. Parce que vraiment, j'ai fait beaucoup de changements sur les sons, ce qui fait que logiquement, ça pourrait avoir comme effet néfaste, si j'avais mal fait les réglages, de couper des mots plus vite qu'ils devraient finir. Ça pourrait aussi couper des mots s'ils sont prononcés à une voix trop basse. Et ça pourrait aussi, si je commence à trop crier, baisser le son pour éviter que ça sature. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que ça peut faire des effets bizarres où d'un seul coup, le son fait des vagues, entre guillemets. C'est nickel pour moi. Yes, super la qualité. Bon bah merci pour les retours, les amis. Ça fait plaisir. J'ai hâte de... Vraiment, je crois que pour le coup, en général, voilà, mes rediffusions, je m'amuse pas à regarder mes rediffusions, ça serait très long en plus. Mais je regarde certains passages, notamment quand je fais les timecodes des vidéos. Et je pense que ce live-là, pour le coup, je vais vraiment l'écouter de fond en comble, de bout en bout, histoire que les réglages son soient valides et validés et, comment dire, et lock, si je puis dire, voilà, que je n'y retouche plus jamais, entre guillemets. En fait, c'est vraiment ma philosophie, je vais dire là maintenant, c'est de me dire, je fais tous les réglages le mieux possible pour ne plus jamais avoir à y retoucher, bien sûr, sauf si je trouve de nouvelles solutions ou si j'ai des nouveaux matériels, mais voilà, voilà. J'arrive du live de ma sœur qui lit du Anaïs Nin. Ah, alors, Yggdrasil Win, du coup, tu veux dire que ta sœur fait des lives de lecture, c'est ça? On est très peu à faire des lives de lecture pourtant. Moi, j'en ai trouvé très très peu des gens qui faisaient comme moi. Ça doit faire, je sais pas, ça doit faire 4 ou 5 ans que je fais des lives de lecture. Et je pense que sur 4 ou 5 ans, j'ai dû tomber sur 3 ou 4 personnes qui faisaient ça aussi. Un truc comme ça. Et en général, les gens sur lesquels je tombe ont eu une petite période d'activité ou ce genre de choses. Ils ont vite arrêté. Ode à la joie, ouais, par exemple, ouais. Elle vient de commencer depuis 2 semaines, c'est son 14e live. Elle a fait un live par jour. Ah ouais, elle est déterminée. Bah écoute, n'hésite pas du coup à nous donner le nom de la chaîne. J'irai jeter un coup d'œil par curiosité au moins. C'est cool. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui s'y met dernièrement. Je pense que c'est tout simplement pour une raison toute con. C'est que Twitch devient de plus en plus populaire. Et alors, c'est pas du tout pour me la péter ou pour mépriser certaines catégories de personnes ou quoi que ce soit, hein. D'ailleurs, moi-même, je me caractérise pas vraiment comme geek entre guillemets, mais j'ai l'impression que Twitch est en train de sortir de sa niche, est en train de sortir de son cocon de réservé aux geeks, et que c'est en train de devenir un truc très mainstream. Donc ça apporte son lot de déconvenus, d'inconvénients, mais ça apporte aussi, et en majeure partie, son gros lot de bonnes surprises, de bonnes découvertes, de bonnes nouveautés, de nouveaux publics et ainsi de suite. Donc c'est vraiment cool. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai que j'ai l'impression d'observer ça en ce moment sur Twitch. Et j'ai l'impression d'observer énormément de gens qui se mettent à live ces derniers temps. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait davantage de gens qui commencent aussi à faire des lives de lecture, comme Ode à la joie que j'ai découvert assez récemment et qui, je pense, n'a commencé que depuis l'an passé. Et puis du coup, bah maintenant ta sœur, j'irai regarder un de ces quatre. Euh, Est-ce qu'elle met les rediffusions en ligne ou est-ce que c'est vraiment uniquement en live, Yggdrasil Win? Parce que si c'est uniquement en live, il faut que je sois là à l'heure du live et ça, c'est pas facile. Mais ouais, j'irai jeter un œil, au moins par curiosité. Puis pourquoi pas prendre contact si vraiment je trouve ça cool. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ce chapitre 15 et 16. Euh, un truc un petit peu marrant, je vous spoil, mais sans vous spoil. Euh, un truc un petit peu marrant que j'ai rencontré, enfin dont je me suis rendu compte sur le sommaire sur la table des matières de ce roman.
C'est les titres de la troisième partie qui font beaucoup référence à Sancho Panza et à Don Quichotte. Et en gros, à chaque fois, c'est un peu des phrases qui veulent dire la même chose. C'est marrant. C'est genre où sont comptées les discussions de Sancho Panza et de son maître Don Quichotte avec d'autres aventures dignes d'être contées, pardon. Des sages discussions que Sancho avait avec son maître et de l'aventure qui lui arriva avec un corps mort avec d'autres événements fameux. Et vraiment, il y a beaucoup beaucoup de titres, de chapitres de la troisième partie qui ont cette forme de euh, Sancho et son maître ou Don Quichotte et son écuyer parlent de ceci, cela et il leur arrive des aventures. Du coup, c'est marrant parce que ça fait encore plus ressortir le côté satirique, parodique, comique de ce roman, de cette parodie de roman chevaleresque. Donc, c'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Et voilà, les deux petits épisodes qu'on vient de lire sont relativement, comment on appelle ça, anecdotiques, mais en même temps sont très cool. En même temps, sont très cool. Alors, Jean Massé Acropolis fait lui de la politique sur Twitch. Il débriefe même les séances du Sénat. Ah oui, ouais, ça j'ai déjà vu, je crois. Enfin, j'ai déjà entendu parler du moins. Oui, les rediffs restent sur son Twitch. Bon, bah j'irai checker ça, Yggdrasilwin. Faut que j'y pense, parce que c'est vrai que entre ce que je dis et ce que je fais, il n'y a pas forcément de mauvaise volonté de ma part, c'est juste que des fois j'oublie. Mais ouais, faut que j'y pense, mais j'irai checker ça du coup. Et merci pour le follow, ça fait plaisir. Bien les amis, je pense qu'on va pouvoir reprendre assez rapidement. J'ai pas envie de faire des pauses trop longues. J'ai envie d'être efficace. On revient de chez Mélie. Ah, ok, Dimal. Ok, ok. Eh bien écoutez, c'est chaud là-bas. Comment ça, il y a des mecs pas très cool dans le chat, c'est ça que tu veux dire? Lecture érotique. Ah, ok. Ça, je me suis toujours interdit de le faire personnellement parce que j'ai peur que ça glisse beaucoup trop facilement. Donc ouais, ça, je me l'interdis pour le coup, les lectures érotiques. Euh, Surtout que, comme je le disais aujourd'hui, à date, enfin c'est vraiment à date du jour, hein, c'est à partir d'aujourd'hui, les règles Twitch se sont encore endurcies. Et ouais, voilà, la discussion n'est pas là, mais c'est vrai que plus ça vient et plus je me dis, faut vraiment faire gaffe à ce qu'on dit, quoi. Bref. Après, je comprends, et d'un autre côté, je trouve que dans la réalisation, c'est peut-être pas le mieux fait du monde, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, on pense, hein, on imagine. Bien, euh, chapitres 17 et 18, je vais vous les lire pareil, d'affilée sans pause. Ça risque de reprendre de nouveau une grosse trentaine de minutes, je pense. Et puis ça mettra un terme au live du jour. Sachant que, je suis désolé, mais j'ai un peu checké, voilà, je prépare un peu mes lectures en amont l'après-midi. Et voilà, je sais que je vais vous laisser sur un cliffhanger, parce que j'ai regardé, vu que je savais que les chapitres sont souvent très liés, et que souvent un chapitre appelle un autre chapitre dans Don Quichotte, eh bien j'ai regardé le dernier chapitre que je comptais lire aujourd'hui, et ouais, je crois que je vais vous laisser sur un énorme cliffhanger jusqu'à mardi, du coup, pour la prochaine lecture, mais bon, c'est pas grave. Ce sont les risques du métier, et voilà, vous en subirez les conséquences. Bref, je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Je m'humecte la voix. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne écoute d'Imal, bonne écoute Petite Sab, bonne écoute Nanu, bonne écoute Zikael, moi le vieux si vous êtes toujours parmi nous, bonne écoute Yggdrasilwin, et puis bah, j'espère oublier personne. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, vous le savez. À tout à l'heure après ces deux petits chapitres pour la fin du live. Chapitre 17, où se poursuivent les innombrables épreuves que le hardi Don Quichotte et son bon écuyer Sancho Panza endurèrent dans l'auberge qu'ils prenaient pour un château. Entre-temps,
Don Quichotte était revenu de son évanouissement, et du même ton de voix qu'il s'était adressé à son écuyer lorsqu'il gisait dans le val des épieux, il se mit à l'appeler. « Sancho, ami, dors-tu? Dors-tu, ami Sancho ?»« Dormir? Tu parles? Misère de moi !» répondit Sancho, plein de mauvaise humeur et de rancœur. « On dirait que tous les diables me sont passés dessus cette nuit. Mais c'est que tu dois croire, sans aucun doute, car où je ne m'y connais pas, où ce château est enchanté, car il faut que tu saches. Mais ce que je vais te dire maintenant, tu dois me jurer de le garder secret jusqu'après ma mort. »« D'accord, je jure. »« Je le dis parce que je n'aime pas dépouiller quelqu'un de son honneur. »« Je dis que d'accord, je jure. Je tairai tout jusqu'à la fin de vos jours, et plaise à Dieu que je puisse tout révéler demain. »« Te fais-je tant de tort, Sancho, que tu voudrais me voir mort si vite? » ?»« Ce n'est pas ça, mais je n'aime pas garder longtemps les choses, et je ne voudrais pas me les voir pourrir à force de les garder. » « Que ce soit pour ceci ou pour cela, il n'importe. J'ai plus confiance en ton affection qu'en ta bonne éducation. Et donc, tu dois savoir qu'il m'est arrivé cette fois une des aventures les plus extraordinaires que je puisse célébrer. Et pour le dire en bref, apprends que tout à l'heure la fille du seigneur du château est venue me trouver. C'est la plus élégante, la plus belle demoiselle qu'on puisse rencontrer dans toute cette grande partie de la terre. Comment pourrais-je te dire les charmes de sa personne, la vivacité de son esprit, et d'autres choses cachées sur lesquelles, pour garder la foi à madame Dulcinée du Toboso, je dois garder le silence pour ne pas les déflorer. Je veux seulement te dire que le ciel, jalousant tout ce bien que l'aventure avait mis dans mes mains, ou peut-être, et c'est le plus sûr, parce que, comme je l'ai dit, ce château est enchanté, au moment où j'avais avec elle les plus douces, les plus amoureuses conversations, vint, sans que je la voie ni ne sache d'où elle venait, une main attachée à quelque bras de quelque prodigieux géant, et elle m'asséna un tel coup de poing dans la mâchoire qu'elle est toute baignée de sang. Ensuite elle m'écrasa tellement que je suis plus mal qu'hier, lorsque, à cause des folies de Rocinante, les muletiers nous causèrent le dommage que tu sais. D'où je formule l'hypothèse que le trésor de la beauté de cette demoiselle est sans doute gardé par quelque mort enchanté, et qu'il n'est peut-être pas pour moi. Ni pour moi non plus, parce que plus de 400 morts m'ont tellement battu que les reins de mon épieu à côté c'était du gâteau. Mais, monsieur, dites-moi, comment vous pouvez appeler cette aventure bonne et singulière, alors que nous restons dans l'état où nous restons? Encore moindre mal pour vous, car vous avez eu en main cette incomparable beauté dont vous avez parlé, mais moi qu'ai-je eu, sinon les coups les plus forts que je pourrais recevoir de toute ma vie? Misère de moi, misère de la mère qui m'a enfanté, je ne suis pas chevalier errant, je ne veux jamais l'être, et de toutes les mésaventures, c'est moi qui reçois la plus grosse partie. Ainsi donc, toi aussi tu as été frappé. N'ai-je pas dit que oui, malheur de ma race? Ami, ne sois pas en peine, je vais faire tout de suite le baume précieux qui va nous guérir en un clin d'œil. À ce moment, le sergent réussit enfin à allumer la lampe, et il entra pour voir celui qu'il croyait mort. Dès qu'il le vit entrer en chemise, avec son mouchoir sur la tête, sa lampe à la main et sa très laide figure, Sancho demanda à son maître. « Monsieur, et si par hasard c'était là le mort enchanté qui revient nous châtier, pour le cas où il n'aurait pas tout à fait vidé son encrier? » « Ce ne peut pas être le mort, parce que les enchantés ne se laissent voir de personne. »« S'ils ne se laissent pas voir, ils se laissent bien sentir. Mes épaules vous le diront. »« Les miennes le pourraient aussi, mais ce n'est pas un indice suffisant pour croire que cet homme-là soit le mort enchanté. » Le sergent s'approcha, et resta stupéfait de les voir en train de discuter si tranquillement. Il faut cependant dire que Don Quichotte était toujours sur le dos, sans pouvoir bouger, moulu et emplâtré comme il l'était. Le sergent vint à lui et lui dit. « Alors, comment ça va, mon brave ? » « Je parlerais plus poliment si j'étais toi. Est-ce ainsi qu'on parle aux chevaliers errants dans ce pays, imbécile ?» Le sergent ne put supporter d'être traité ainsi, et par un homme qu'il voyait si mal en point. Levant sa lampe avec toute son huile, il la battit sur la tête de Don Quichotte, et le laissa très proprement écervelé, et comme toute la pièce était redevenue obscure, il sortit sans attendre. Et Sancho Panza dit. « Pas de doute, seigneur, c'est le mort enchanté. Il doit garder pour d'autres le trésor, et pour nous il garde seulement les coups de poing et les coups de lampe. »« C'est ça. Il ne faut pas faire cas de ces choses d'enchantement, ne pas se mettre en colère ou se courroucer contre elles, car elles sont invisibles et fantastiques, et nous aurions beau essayer, nous ne trouverions personne de qui nous venger. Lève-toi, Sancho, si tu le peux, appelle le gouverneur de cette forteresse, et fais en sorte qu'on me donne un peu d'huile, de vin, de sel et de romarin, pour faire le salutifère baume. En vérité, je crois que j'en ai vraiment besoin tout de suite, parce que je perds beaucoup de sang de la blessure que ce fantôme m'a faite. » Sancho se leva à la grande douleur de tous ses os,
et partit à l'aveuglette chercher l'aubergiste, et rencontrant le sergent qui était en train d'écouter pour savoir où en restait son ennemi, il lui dit « Monsieur, qui que tu sois, fais-nous la faveur et l'avantage de nous donner un peu de romarin, d'huile, de sel et de vin, car il en est besoin pour soigner un des meilleurs chevaliers qu'il y ait sur terre, lequel gît en ce lit, malement navré par les mains du mort enchanté qui se trouve dans cette auberge. » À ces mots, le sergent le prit pour un homme qui avait perdu la tête. Et comme le matin approchait, il ouvrit la porte de l'auberge, appela l'aubergiste, et dit tout ce que ce brave homme demandait. L'aubergiste lui procura tout ce qu'il voulut, et Sancho l'apporta à Don Quichotte. Il était la tête dans les mains à se plaindre de la douleur du coup de lampe, qui ne lui avait causé d'autre mal que de lui avoir fait pousser 2 bosses, plutôt de bonne taille. Quant à ce qu'il prenait pour du sang, c'était seulement la sueur causée par l'émotion de la tempête qu'il venait de recevoir. Il prit donc ces simples et en fit un composé, en les mélangeant tous et en les faisant cuire un bon moment, jusqu'à ce qu'ils lui parussent à point. Il demanda ensuite une fiole pour y verser le baume, mais comme il n'y en avait pas dans toute l'auberge, il se décida à le mettre dans un vase à huile ou une burette en fer blanc dont l'aubergiste lui fit gracieuse donation. Puis il dit sur la burette 80 paternosters et autant d'Ave Maria, de Salve et de Credo. Il accompagnait chaque parole d'un signe de croix, comme pour une bénédiction, tout cela en présence de Sancho, de l'aubergiste et du sergent, car le muletier était déjà en train de s'occuper tranquillement de ses bêtes. Cela fait, il voulut tout de suite éprouver lui-même la vertu de ce précieux baume imaginé par lui, et il but donc tout ce qui ne put entrer dans la burette. Il en restait environ une pinte dans la marmite où s'était faite la cuisson. À peine eut-il fini de boire, qu'il se mit à vomir. Il ne lui resta rien dans l'estomac. Les affres et l'agitation du vomissement lui donnèrent une énorme suée, aussi il ordonna qu'on le couvre et qu'on le laisse seul. C'est ce qu'ils firent, et il resta endormi plus de 3 heures, au bout desquelles il se réveilla et se sentit tout léger de corps, et si bien remis de ses courbatures, qu'il se crut guéri. Il crut véritablement qu'il avait trouvé le baume de Fierabras, et qu'avec ce remède, il pouvait dorénavant affronter toute espèce de dégâts, batailles et querelles, quelque périlleuses qu'elles fussent. Sancho Panza, lui aussi, trouva miraculeuse l'amélioration de l'état de son maître, et il lui demanda de lui donner ce qui restait dans la marmite, ce qui ne faisait pas une petite quantité. Don Quichotte le lui accorda, et lui, la prenant à 2 mains de bonne foi et d'une humeur meilleure encore, s'en versa d'un seul trait et en entonna à peine moins que son maître. Mais le fait est que l'estomac du pauvre Sancho ne devait pas être aussi délicat que celui de son maître, et ainsi il eut avant de vomir tant de nausées et de renvois, avec des suées et des malaises tels, qu'il crut très fort que sa dernière heure était vraiment venue. Et se voyant si souffrant et angoissé, il maudissait le baume et l'escroc qui le lui avait donné. Le voyant dans cet état, Don Quichotte lui dit « Je pense, Sancho, que tout ton mal vient de n'être pas armé chevalier, car pour moi je crois que cette liqueur ne doit pas profiter à ceux qui ne le sont pas. » « Si vous saviez ça, malheur de moi et de toute ma race, pourquoi est-ce que vous avez accepté que je la goûte ?» À ce moment-là, le breuvage fit son œuvre, et le pauvre écuyer se mit à se vider par les 2 canaux, si fort que la natte de Sparte où il s'était recouché et la couverture de crin furent à jamais inutilisables. Il suait, très suait, dans de telles faiblesses, de telles crises, que lui, mais tous les autres aussi, pensèrent que c'était la fin de sa vie. Cette bourrasque, cette mauvaise fortune, lui dura presque 2 heures, au bout desquelles il ne se retrouva pas comme son maître, mais tout moulu et tout esquinté, à ne pouvoir se tenir debout. Mais Don Quichotte, qui, comme on l'a dit, se sentit plus léger et guéri, voulut s'en aller aussitôt chercher les aventures, car il lui semblait qu'en s'attardant ici, il privait de tout ce temps le monde, et ceux qui en ce monde avaient besoin qu'il les aidât et les secourût. Combien plus avec l'assurance et la confiance qu'il avait dans son baume. Ainsi, poussé par ce désir, il sella lui-même Rocinante, batta le mulet de son écuyer qui l'aida encore à s'habiller et à monter sur sa bête, se mit aussitôt à cheval, et parvenu à un angle de l'auberge, attrapa un bâton ferré qui se retrouvait là pour l'utiliser comme une lance. Tous ceux qui se trouvaient à l'auberge, plus d'une vingtaine de personnes, le regardaient. La fille de l'aubergiste le regardait aussi. Lui ne la quittait pas des yeux, et de temps à autre il poussait un soupir qui semblait arraché au plus profond de ses entrailles. Tous pensaient que c'était sans doute la douleur qu'il sentait sur ses côtes. Le pensaient du moins ceux qui, la nuit dernière, l'avaient vu se faire emplâtrer. Une fois en selle, Don Quichotte s'arrêta à la porte de l'auberge, appela l'aubergiste, et d'une voix très calme et très grave, lui dit « Nombreuses et fort grandes les grâces que, seigneur gouverneur, je reçus dans votre château, et bien restais-je obligé à vous en être reconnaissant tout le restant de ma vie.
Si je puis vous les payer en vous rendant venger de quelque orgueilleux qui vous ait fait quelque offense, sachez que mon office n'est autre que d'aider ceux qui peuvent peu, venger ceux qui tort reçoivent et châtier les fourberies. Parcourez votre mémoire, et si trouvez chose de telle sorte à me recommander, il n'est que de dire, car je vous promets, sur l'ordre de chevalerie que j'ai reçu, de vous rendre satisfait et payé en tout ce que vous désirez. L'aubergiste lui répondit avec le même calme. Monsieur le chevalier, je n'ai pas besoin que vous me vengiez d'aucune offense, parce que, quand on m'en fait une, je sais prendre la vengeance qu'il me plaît. J'ai seulement besoin que vous me payiez les dégâts que vous avez faits cette nuit dans l'auberge, ainsi que la paille et le grain de vos deux bêtes, et aussi le dîner et les lits. Donc ça, c'est une auberge. Une auberge et de très bonne réputation. J'ai vécu dans l'erreur jusqu'ici, car en vérité j'ai cru que c'était un château, et assez bon. Mais s'il en est ainsi, que ce n'est pas un château mais une auberge, ce qu'on va pouvoir faire pour le moment, c'est que vous nous excusiez pour la note, car je ne peux contrevenir à l'ordre des chevaliers errants, desquels je sais avec certitude, et sans avoir lu jusqu'à présent chose contraire, que jamais ils ne payèrent pour être hébergés, ou, pour toute autre chose, dans les auberges où ils auraient pu se trouver. Car leur est dû de droit et de loi tout bon accueil qui leur est fait, en salaire des insupportables épreuves qu'ils subissent, cherchant les aventures nuit et jour, hiver et été, à pied et à cheval, avec la faim et la soif, le chaud et le froid, soumis à toutes les inclémences du ciel, à toutes les incommodités de la terre. Moi, je n'ai pas grand-chose à voir avec ça. Payez-moi ce que vous me devez, et laissons tomber les comptes et les chevaleries. Pour moi, le compte, c'est de toucher mon dû. Tu es un sot, et un mauvais hôte. Et pressant Rocinante et brandissant sa pique, il sortit de l'auberge sans que personne l'arrête, et sans regarder si son écuyer le suivait. Il s'éloigna à bonne distance. L'aubergiste, qui le vit partir sans payer, courut à Sancho Panza pour être payé. Celui-ci dit que puisque son seigneur n'avait pas voulu payer, il ne paierait pas non plus, car en tant qu'écuyer de chevalier errant, les mêmes règles et raisons couraient pour lui et pour son maître, ne rien payer du tout dans les auberges et les hôtelleries. Cela énerva beaucoup l'aubergiste, qui le menaça. S'il ne le payait pas, il se dédommagerait d'une façon pénible. À quoi Sancho répondit qu'au terme de la loi que son maître avait reçue, il ne paierait pas un seul sou, même au prix de sa vie, car il ne fallait pas que se perdît par sa faute la bonne et antique coutume des chevaliers errants, ni que les écuyers de ceux d'entre eux qui viendraient plus tard au monde eussent à se plaindre de lui, lui reprochant d'avoir cassé un si juste privilège. La malchance de l'infortuné Sancho voulut que parmi les gens qui se trouvaient à l'auberge, il y eût 4 quarts d'heure de Ségovie, 3 fabricants d'aiguilles du Potro de Cordoue et 2 habitants de la Fiera de Séville. Des gars joyeux, bien intentionnés, malfaisants et facétieux qui, comme inspirés et animés d'un même esprit, vinrent sur Sancho et le firent descendre de l'âne. L'un d'eux entra prendre la couverture du lit de l'aubergiste. Ils jetèrent Sancho sur elle, mais voyant en levant les yeux que le toit était un peu plus bas que ce qu'il fallait pour leur œuvre, ils décidèrent de sortir dans la cour qui avait pour limite le ciel. Et là, après avoir placé Sancho au milieu de la couverture, ils se mirent à le faire monter en l'air et à s'amuser avec lui comme avec un chien pendant le carnaval. Les cris que poussait le pauvre Bernet furent si nombreux qu'ils parvinrent aux oreilles de son maître, lequel s'arrêta pour écouter attentivement et crut qu'il lui arrivait quelque nouvelle aventure, avant de comprendre clairement que c'était son écuyer qui criait ainsi. Tournant bride, il galopa péniblement jusqu'à l'auberge et la trouvant fermée, il en fit le tour pour voir s'il trouvait par où entrer. Mais il n'était pas arrivé au mur de la cour, qui n'était pas très haut, qu'il vit le mauvais tour qu'on faisait à son écuyer. Il le vit descendre et monter en l'air avec une grâce et une agilité qui, je le pense quant à moi, l'aurait fait rire si la colère l'avait permis. De son cheval, il essaya de grimper sur la crête des murs, mais il était si moulu et esquinté qu'il fut même incapable de mettre pied à terre. Et c'est donc du haut de son cheval qu'il se mit à dire tant d'injures et d'opprobres à ceux qui bernaient Sancho qu'il est impossible de pouvoir les dire. Pour autant, ils n'arrêtèrent pas de rire et d'agir, et Sancho n'arrêtait pas de siffler en vol des plaintes ou se mêler tantôt des menaces, tantôt des prières, mais cela ne faisait que peu, ne fit rien jusqu'à ce qu'il s'arrête, par fatigue, tout simplement. Ils lui amenèrent son âne, le mirent dessus, et l'enroulèrent dans son manteau. Et la compatissante Maritorne, le voyant si épuisé, crut bon de le secourir avec une cruche d'eau qu'elle alla chercher au puits, parce qu'elle y est plus fraîche. Sancho la prit, la porta à sa bouche, mais s'arrêta, car son maître lui criait. « Sancho, ne bois pas d'eau, mon fils. N'en bois pas ou elle te tuera, mon fils. Vois, j'ai là le sanctissime baume. » Et lui montrait la fiole qui contenait le breuvage. « Avec 2 gouttes que tu boiras, tu guériras sans aucun doute. »
À ces cris, Sancho eut un regard de travers, et il cria encore plus fort. Est-ce que par hasard vous auriez oublié que je ne suis pas chevalier? Ou est-ce que vous voulez que je finisse de vomir les tripes que j'ai conservées cette nuit? Gardez votre liqueur de tous les diables, et laissez-moi tranquille. Il acheva ces mots et se mit à boire. Mais comme à la première gorgée il vit que c'était de l'eau, il refusa d'aller plus avant, et demanda à Maritorne de lui apporter du vin. Elle le fit très volontiers, en payant de son propre argent. De fait, on dit d'elle que tout en faisant ce métier, elle avait des ombres et un fond de christianisme. Après avoir bu, Sancho donna des genoux sur son âne, et par la porte qu'on lui ouvrit largement, il sortit très satisfait de n'avoir rien payé et de s'en tirer à son idée, même si c'était aux frais de ses cautions ordinaires, c'est-à-dire de ses épaules. Il faut cependant dire que l'aubergiste avait gardé ses besaces en paiement de ce qu'on lui devait, mais Sancho était si troublé qu'il ne s'en aperçut pas. L'aubergiste aurait bien voulu L'aubergiste aurait bien voulu barricader la porte, mais les berneurs refusèrent. Même si Don Quichotte avait vraiment été un des chevaliers errants, ils étaient hommes à ne pas en faire cas pour deux maravédis. Chapitre 18 où sont contées les discussions de Sancho Panza et de son maître Don Quichotte, avec d'autres aventures dignes d'être contées. Sancho rejoignit son maître, épuisé, presque évanoui, à ne pas pouvoir presser son âne. Le voyant dans cet état, Don Quichotte dit « Maintenant je suis définitivement convaincu du fait que ce château, ou cette auberge, est sûrement enchanté, parce que ceux qui se sont si atrocement divertis avec toi ne pouvaient être que des fantômes, des créatures de l'autre monde. Ce que je corrobore par le fait que lorsque j'étais en train de regarder les actes de ta triste tragédie derrière les pointes des murs de la cour, j'ai vu qu'il ne m'était pas possible de passer par-dessus, et encore moins de descendre de Rocinante. Il m'avait sûrement enchanté. Car je te jure sur la foi de qui je suis que si j'avais pu monter ou mettre pied à terre, je t'aurais vengé de telle façon que ces canailles, ces malandrins, se seraient souvenus pour toujours de la plaisanterie, même si j'avais dû pour ce faire contrevenir aux lois de chevalerie, qui, ainsi que je te l'ai déjà dit plusieurs fois, interdisent au chevalier de tirer l'épée contre qui ne l'est pas, sauf pour la défense de sa propre vie et de sa personne, en cas de pressante et grande nécessité. Je me serais vengé moi aussi si je l'avais pu, armé chevalier ou non, mais je n'ai pas pu. Mais moi je crois que ceux qui se sont amusés avec moi n'étaient pas des fantômes, ni des hommes enchantés comme vous dites, mais des hommes comme nous, en chair et en os. Et je les ai entendus s'appeler pendant qu'ils me faisaient sauter. Tous avaient leur nom. L'un s'appelait Pedro Martinez, l'autre Tenorio Hernandez, et l'aubergiste, j'ai entendu qu'il s'appelait Juan Palomeque le Gaucher. C'est pourquoi, monsieur, ne pas avoir pu passer par-dessus les pointes du mur ou descendre de cheval, c'était autre chose que des enchantements. Et ce que je tire au clair de tout ça, c'est que ces aventures que nous allons chercher vont à la fin nous apporter tant de mésaventures que nous ne saurons plus où est notre pied droit. Ce qui serait mieux et plus intelligent, ce serait de rentrer chez nous maintenant, que c'est le temps de la moisson, et de nous occuper de notre bien, au lieu d'aller par-ci par-là, et de mal en pis, comme on dit. Sancho, comme tu t'y connais mal en matière de chevalerie, tais-toi et prends patience, car un jour viendra où tu verras de tes yeux quelle honorable chose c'est que de vivre pour l'exercer. Autrement, dis-moi, qu'est-ce qui au monde peut donner plus de satisfaction, ou autant de plaisir, que de remporter une bataille et de triompher de son ennemi? Rien, sans aucun doute. C'est probable, même si je n'en sais rien. Je sais seulement que depuis que nous sommes chevaliers errants, ou que vous l'êtes, puisqu'il ne faut pas me compter parmi des gens si honorables, nous n'avons jamais gagné aucune bataille, sauf celle du Biscayen, et encore vous en êtes sortis avec une demi-oreille et un demi-casque en moins. Car depuis, ça a été tout coup de bâton et coup de bâton, coup de poing et coup de poing. Avec en prime pour moi le saut dans la couverture qui m'est arrivé à cause de personnes enchantées, dont je ne peux pas me venger pour savoir jusqu'où va le plaisir de la victoire sur l'ennemi, comme vous dites. Telle est la peine que j'endure et celle que tu dois endurer. Mais dorénavant, je vais faire en sorte de mettre la main sur une épée faite si habilement que celui qui l'aura sur lui ne pourra subir aucune sorte d'enchantement. Il pourrait même se faire que le sort m'offre celle d'Amadis, lorsqu'il s'appelait le chevalier de l'ardente épée. C'était une des meilleures épées qu'ait eue un chevalier au monde, parce que, outre le fait qu'elle avait ce pouvoir, elle coupait comme un couteau, et aucune armure, si forte et si enchantée qu'elle fût, ne pouvait lui résister. Je suis si chanceux que même si ça arrivait, et que vous parveniez à trouver cette épée, elle pourrait seulement servir et profiter à ceux qui ont été armés chevaliers, comme le baume, et pour les écuyers qu'ils aillent au diable, eux et leurs souffrances. N'aie pas cette crainte, Sancho.
le ciel sera plus favorable envers toi. » Don Quichotte et son écuyer discutaient ainsi tout en faisant route, lorsque le premier vit venir vers eux, sur ce même chemin où ils étaient, un grand et épais nuage de poussière. À cette vue, il se tourna vers Sancho et lui dit: « Voici venu le jour, Sancho, où doit se voir le bien que mon destin m'a réservé. Voici venu le jour, dis-je, où autant qu'en nul autre doit se montrer la valeur de mon bras, et où je dois faire des œuvres que le livre de la renommée conservera par écrit pour tous les siècles à venir. Vois-tu ce nuage qui s'élève là-bas, Sancho? Eh bien, il est tout soulevé par une armée formidable, qui, formée de nations diverses et innombrables, marche vers ici. Alors il doit y en avoir deux, parce que de ce côté opposé, la même poussière monte aussi. » Don Quichotte se tourna pour regarder, et vit que c'était vrai. Avec une joie sans mesure, il pensa que sans aucun doute, c'étaient deux armées qui allaient se heurter et se rencontrer au milieu de cette vaste plaine. En effet, à chaque instant, à tout moment, il avait la fantaisie pleine de ces batailles, enchantements, péripéties, inepties, amours, défis que racontent les livres de chevalerie. Et tout ce qu'il disait, pensait ou faisait était guidé par ce genre de choses. La poussière qu'il avait vue était soulevée par deux grands troupeaux de brebis et de moutons, qui venaient de deux endroits différents sur ce même chemin. Elle empêcha de les voir jusqu'à ce qu'ils soient proches, et Don Quichotte s'acharnait tellement à affirmer que c'était des armées, que Sancho finit par le croire et par dire: « Monsieur, qu'est-ce que nous devons faire, nous? » « Qu'est-ce que nous devons faire? Secourir et aider les nécessiteux et les déshérités. Et tu dois savoir, Sancho, que l'armée qui s'avance devant nous est conduite et guidée par le grand empereur Ali Fanfaron, seigneur de la grande île Trapoban. Cette autre qui vient dans mon dos est celle de son ennemi le roi des Garamantes, Pantapolin, au bras retroussé, car il entre toujours en bataille, le bras droit nu. Mais pourquoi ces deux seigneurs se veulent-ils tant de mal? Ils se veulent du mal parce que cet Ali Fanfaron est un païen forcené. Il est épris de la fille de Pantapolin, une dame très belle et de plus très charmante. Elle est chrétienne, et son père refuse de la donner au roi païen s'il n'abandonne pas d'abord la loi de son faux prophète Mahomet, et s'il ne se rend pas à la sienne. Par ma barbe, Pantapolin a bien raison, et je vais l'aider autant que je pourrai. Ainsi feras-tu ton devoir, Sancho. En effet, pour entrer dans ce genre de bataille, il n'est pas nécessaire d'être armé chevalier. Ça, je n'ai pas de mal à le comprendre. Mais où mettrons-nous mon âne, pour être sûr de le retrouver à la fin de la rencontre? Parce que y entrer sur ce genre de monture, je ne crois pas qu'on l'ait pratiqué jusqu'à maintenant. C'est vrai. Ce que tu peux faire de lui, c'est le laisser à ses aventures, qu'il se perde ou non. Parce que nous aurons tant de chevaux après être sortis vainqueurs, que même Rocinante court le risque d'être échangé pour un autre. Mais écoute-moi bien, et regarde. Je veux te décrire les chevaliers les plus importants qui viennent dans ces deux armées, et afin que tu les vois et les remarques mieux, reculons-nous jusqu'à cette petite hauteur que voilà, d'où on doit bien voir les deux armées. C'est ce qu'ils firent, et ils se placèrent sur une colline, d'où on aurait pu voir les deux troupeaux qui devenaient deux armées pour Don Quichotte, si les nuages de poussière qu'ils soulevaient n'en avaient troublé et dérobé la vue. Pourtant, voyant dans son imagination ce qu'il ne voyait pas, et qu'il n'y avait pas, il se mit à dire en élevant la voix: « Ce chevalier que tu vois là-bas, qui porte de sable sur ses armes, et a sur son écu un lion couronné soumis aux pieds d'une demoiselle, est le valeureux Lorcalco, seigneur du Pont d'Argent. Cet autre aux armes de fleurs d'or, qui a sur son écu 3 couronnes d'argent en champ d'azur, est le redouté Babouinaquelambar, grand-duc de Chirosia. L'autre, qui est à sa main droite, avec des membres gigantesques, est le jamais craintif Finlama Barbaran du Tripot, seigneur des 3 Arabies, qui vient armé de ce cuir de serpent et tient au lieu d'écu une porte dont la rumeur dit qu'elle vient du temple de Samson, dont la rumeur dit qu'elle vient du temple que Samson renversa lorsque par sa mort il se vengea de ses ennemis. Mais tourne les yeux de cet autre côté, et tu verras à l'avant et en première ligne de l'autre armée que voici, le toujours vainqueur, jamais vaincu, Timonel de Carcassonne, prince de la Neuve Biscaye, armé d'armoiries divisées en quartiers azur, vert, blanc et jaune, et qui a sur son écu un chat d'or en champ fauve avec une inscription qui dit Miaou, soit le début du nom de sa dame, qui a ce qu'on dit est la sans égale Miaoulène, fille du duc tout mielleux de l'Algarve. L'autre qui opprime et écrase l'échine de cette puissante monture, avec des armes blanches comme neige et l'écu blanc sans aucune devise, est un nouveau chevalier, français de nation, appelé Pierre Papin, seigneur des baronnies d'Utrique.
Cet autre qui de ses talons ferrés bat les flancs de ce zèbre bigarré et léger, et porte de vert et d'azur à ses armes, est le puissant duc de Nerbie, Spartissimaneux du Bois, qui a pour devise sur l'écu une asperge avec une inscription en castillan qui dit « Suis ma fortune ». Et il alla ainsi, nommant de nombreux chevaliers, dans les 2 escadrons de son imagination. À tous il prêta armes, couleurs, emblèmes et devises. Il improvisait, porté par l'imagination de sa folie inouïe. Et sans s'arrêter, il continua. Cet escadron en face de nous est fait et formé de gens de nations étrangères. Là sont ceux qui boivent les douces eaux du fameux Xanthe, les montagnards qui foulent les champs massiliens, ceux qui tamisent l'or le plus pur et le plus fin dans l'Arabie heureuse, ceux qui jouissent des berges célèbres et fraîches du clair Thermodon, ceux qui par des voies nombreuses et diverses saignent le blond pactole, les Numides, peu fiables dans leurs promesses, les Perses, fameux pour leurs arcs et leurs flèches, les Parthes, les Mèdes qui combattent en fuyant, les Arabes aux maisons voyagères, les Scythes aussi cruels que blancs, les Éthiopiens aux lèvres percées et d'autres nations encore en nombre infini, dont je vois et connais les visages mais sans me souvenir des noms. Dans cet autre escadron que voici, viennent ceux qui boivent les courants cristallins du Bétis olivifère, ceux qui polissent et lustrent leur visage à la liqueur du Tage toujours riche et toujours doré, ceux qui jouissent des eaux fécondes du divin Génil, ceux qui foulent les champs tartésiens aux abondantes pâtures, ceux qu'égaient les élyséennes prairies xérésiennes, les riches manchègues couronnés de blonds épis, ceux qu'habille le fer, antique reste du sang des Goths, ceux qui se baignent dans le Pisuerga, célèbre pour la douceur de son courant, ceux qui font paître leurs troupeaux dans les vastes pâturages du Guadiana sinueux, chanté pour sa course cachée, ceux qui tremblent au froid des Pyrénées sylvestres et des blanches cimes du haut Apennin, tous ceux en somme que contient et rassemble l'Europe entière. Que Dieu m'aide, combien de provinces il énuméra, combien il nomma de nations, donnant à chacune avec une agilité merveilleuse les attributs qui lui correspondaient, tout imprégné et imbibé de ce qu'il avait lu dans ses livres mensongers. Sancho Panza était suspendu à ces mots, sans en dire un, et de temps à autre il tournait la tête pour voir s'il voyait les chevaliers et les géants que son maître nommait. Et comme il n'en découvrait aucun, il dit « Monsieur, si un de ceux que vous dites, homme, géant ou chevalier, se montre par là, que le diable l'emporte. En tout cas, moi je ne les vois pas. C'est peut-être un enchantement, comme les fantômes de cette nuit. Mais que dis-tu? N'entends-tu pas hennir les chevaux, sonner les trompettes, battre les tambours? J'entends seulement de nombreux bêlements de brebis et de moutons. Et telle était la vérité, car maintenant les 2 troupeaux étaient tout près. La peur que tu as, Sancho, t'empêche de voir et d'entendre bien, car un des effets de la peur est de troubler les sens et de faire que les choses ne paraissent pas ce qu'elles sont. Si tel est le cas que tu aies tant de peur, mets-toi à l'écart et laisse-moi seul, car seul je suffis à donner la victoire à la partie à qui j'aurais donné mon aide. » À ces mots, il éperonna Rocinante, et la pique au focre descendit comme un éclair la petite colline. Sancho lui cria « Revenez, monsieur seigneur Don Quichotte! Je jure Dieu que ce sont des moutons et des brebis que vous allez attaquer. Revenez! Misère du père qui m'a engendré, mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Regardez! Il n'y a ni géant, ni aucun chevalier, ni chat, ni armes, ni écus divisés ou entiers, ni vers d'azur, ni du diable. Mais qu'est-ce que vous faites? Pécheur que je suis devant Dieu! » Cela ne fit pas se retourner Don Quichotte. Au contraire, il allait criant fort. « Sus, chevalier! Vous qui marchez et combattez sous les bannières du valeureux empereur Pentapolin aux bras retroussés, suivez-moi tous! Vous verrez combien facilement je lui donne vengeance de son ennemi Alifanfaron de la Trabodane. De la Trapobane. » À ces mots, il entra au milieu de l'escadron des brebis et se mit à les frapper de sa pique, aussi courageux et intrépide que s'il eût frappé ses plus mortels ennemis. Les bergers et les pâtres, qui marchaient avec le troupeau, lui criaient de ne pas faire ça, mais voyant que cela n'y faisait rien, ils détachèrent leurs frondes et se mirent à lui saluer les oreilles avec des pierres grosses comme le poing. Don Quichotte ne s'en souciait pas. Au contraire, battant la campagne en tous sens. « Où es-tu, superbe Alifanfaron? Viens à moi. Je suis chevalier, je suis seul, et je veux seul à seul éprouver ta force et t'ôter la vie. Peine à toi infligée pour celle que tu donnes au valeureux Garamante Pentapolin. » C'est alors qu'un galet de ruisseau vint l'atteindre de flanc et lui enfonça 2 côtes dans le corps. À ce mauvais coup, il fut certain d'être mort ou malement navré. Il se souvint de sa liqueur, sortit sa burette, la mit à la bouche et se mit à la verser dans son estomac. Mais avant qu'il eût fini de gober ce dont il croyait avoir besoin, un autre galet vint le frapper à la main, s'y à plein sur la burette qu'il la brisa en morceaux, emportant au passage 3 ou 4 dents et lui écrasant méchamment 2 doigts. Tel fut le premier coup,
et tel fut le second, que le pauvre chevalier ne put que tomber de son cheval. Les bergers arrivèrent sur lui et crurent l'avoir tué. Aussi ils rassemblèrent en toute hâte leurs troupeaux, chargèrent les bêtes mortes, il n'y en avait plus de 7, et partirent sans plus de vérification. Pendant ce temps, Sancho était resté sur la colline à regarder les folies que faisait son maître, et à s'arracher la barbe en maudissant le jour et l'heure où la fortune le lui avait fait rencontrer. Mais voyant qu'il était tombé à terre et que les bergers étaient partis, il descendit la pente et le rejoignit. Il le trouva en très mauvais état, même s'il n'avait pas perdu conscience, et il lui dit « Est-ce que je ne vous avais pas dit, monsieur Don Quichotte, de revenir, et que ce que vous alliez rencontrer n'était pas une armée, mais des troupeaux de moutons? Et voilà ce que peut faire disparaître et contrefaire mon ennemi le magicien, ce voleur. Apprends, Sancho, qu'il est très facile pour eux de faire apparaître à nos yeux ce qu'ils veulent, et la malignité de celui qui me poursuit par envie de la gloire, qu'il me voyait sur le point de gagner dans cette bataille, a changé les escadrons des ennemis en troupeaux de moutons. Autrement, Sancho, sur ma vie, fais une chose pour redevenir lucide et voir si ce que je t'ai dit est vrai. Monte sur ton âne, suis-les tout doucement, et tu verras que lorsqu'ils se seront un peu éloignés d'ici, ils reprendront leur forme première, cesseront d'être des moutons et redeviendront des hommes complets, comme je te les dépeins au début. Mais n'y va pas tout de suite, car j'ai besoin de ton secours et de ton aide. Approche, et regarde combien il me manque de dents, car il me semble qu'il ne m'en reste pas une dans la bouche. Sancho vint tout près, presque à lui mettre les yeux dedans. Au même instant, le baume avait fini son œuvre dans l'estomac de Don Quichotte, et lorsque Sancho allait regarder, l'estomac rejeta plus roidement qu'une escopette tout ce qu'il contenait, projetant le tout sur la barbe de l'écuyer compatissant. « Sainte Marie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce pêcheur est sûrement blessé à mort, il vomit du sang par la bouche. » Pardon, mauvais personnage, je pense que c'est Sancho qui dit ça. « Sainte Marie, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ce pêcheur est sûrement blessé à mort, il vomit du sang par la bouche. » Mais avec plus d'attention, il put voir à la couleur, saveur et odeur, que ce n'était pas du sang, mais le baume de la burette qui lui avait vu boire. Il en reçut un tel dégoût que son estomac se retourna, et qu'il vomit ses tripes sur son propre maître. Et tous deux se retrouvèrent en un bel état. Sancho courut à son âne pour tirer des besaces de quoi se nettoyer et soigner son maître. Il ne les trouva pas, et il fut à 2 doigts de perdre la raison. Il se maudit de nouveau, et résolut en son cœur de quitter son maître et de rentrer dans son village, même s'il devait perdre le paiement de son service et l'espoir de gouverner l'île promise. C'est alors que Don Quichotte se releva, et la main gauche à la bouche pour empêcher ses dernières dents de partir, il prit de l'autre les brides de Rocinante, qui ne s'était jamais éloigné de son maître, tant il était loyal et bien dressé, et il alla auprès de son écuyer qui appuyait la poitrine sur son âne, la main sur la joue, dans une attitude d'homme extrêmement soucieux. Le voyant ainsi, la mine si triste, Don Quichotte lui dit « Apprends, Sancho, qu'un homme n'est pas plus qu'un autre homme, mais qu'il fait plus que lui. Toutes ces tempêtes qui nous arrivent sont signes d'un temps bientôt plus serein, et que les choses vont tourner bien pour nous, car il n'est pas possible que le mal ni le bien soient durables. D'où il s'ensuit que le mal ayant beaucoup duré, le bien est maintenant proche. Aussi ne dois-tu pas t'affliger des disgrâces qui me touchent, car il ne t'en revient pas de part. » « Comment non? Celui qu'on a berné hier, est-ce que par hasard c'était quelqu'un d'autre que le fils de mon père? Et les besaces que maintenant je n'ai plus, avec tous mes trésors, est-ce qu'elles sont à quelqu'un d'autre qu'à lui? Tu n'as plus les besaces? Non, je ne les ai plus. Et donc nous n'avons rien à manger aujourd'hui. Ce serait le cas si dans ces prés il n'y avait pas les herbes que vous connaissez, à ce que vous dites, et avec lesquelles les chevaliers errants, mésaventurés, comme vous, ont l'habitude de remédier à ce genre de manque. Pourtant, un quart de pain ou une fougasse avec 2 têtes de sardines fumées m'irait beaucoup mieux que toutes les herbes que décrit Dioscoride, même avec les illustrations du docteur Laguna. Mais monte quand même sur ton âne, mon brave Sancho, et suis-moi, car Dieu, qui pourvoit à toutes les créatures, ne saurait nous faire défaut, et surtout pas à ceux qui vont à son service ainsi que nous allons. Car il ne manque ni aux moustiques de l'air, ni aux vers de la terre, ni aux têtards de l'eau, et sa pitié est telle qu'il fait lever le soleil sur les bons et les mauvais, et qu'il pleut sur les injustes comme sur les justes. Vous étiez plus fait pour être prédicateur que pour être chevalier errant. Les chevaliers errants savaient de tout, et ils le doivent, car il y eut dans les siècles passés un chevalier errant qui s'arrêtait pour faire un sermon, ou discourir au milieu d'un chant royal, comme s'il était diplômé de l'université de Paris. D'où il se déduit que jamais la lance n'émoussa la plume, ni la plume la lance. Très bien, qu'il en soit comme vous dites. Allons-nous-en d'ici, et essayons de trouver où passer la nuit, et plaise à Dieu que ce soit en un endroit où il n'y ait ni couverture, ni berneur, ni fantômes, ni morts enchantés, car s'il y en a, je donne au diable, et le manche, et la cognée. Demande-le à Dieu, mon fils, et conduis-nous où tu veux,
car cette fois je veux te laisser choisir notre hébergement. Mais prête-moi cette main, touche du doigt et regarde combien il me manque de dents et de molaires du côté droit à la mâchoire supérieure, car c'est là que j'ai mal. Sancho mit les doigts, tâta et dit: Combien de molaires aviez-vous de ce côté? 4, sans compter la dent de sagesse, toutes entières et très saines. Faites bien attention à ce que vous dites, monsieur. Je dis 4 si ce n'était 5, parce que de toute ma vie on ne m'a jamais sorti de dents ni de molaires de la bouche. Il n'en est pas tombé, et il n'y en a pas eu de manger par la pourriture noire ou par l'infection. Eh bien, de ce côté en bas, vous n'avez plus que 2 molaires ennemis. Et en haut, ni demi-dents ni rien. Tout est lisse comme la paume de la main. Infortuné que je suis, dit Don Quichotte lorsqu'il entendit les tristes nouvelles que lui donnait son écuyer. J'aurais préféré qu'on m'arrache un bras, pourvu que ce ne soit pas celui de l'épée, car je dois t'apprendre, Sancho, que bouche sans molaire est un moulin sans pierre, et qu'on doit priser beaucoup plus une dent qu'un diamant. Mais voilà tout ce à quoi nous sommes sujets, nous qui professons le dur ordre de la chevalerie. Monte, ami, et guide-nous, je te suivrai à l'allure que tu voudras. C'est ce que fit Sancho, et il prit la direction où il pensait pouvoir trouver un hébergement, sans quitter le chemin royal qui, dans cette plaine, continuait tout droit. Allant tout doucement, parce que la douleur des mâchoires ne permettait à Don Quichotte ni de se reposer, ni de penser à se hâter, Sancho voulut lui faire la conversation et le divertir en lui parlant. Et entre autres choses qu'il lui dit, il y eut ce qu'on lira au chapitre suivant. Et c'est la fin du chapitre 18, les amis. Ça sera donc également la fin de la lecture du jour. Nous allons pouvoir passer à l'outro de ce live, chers amis. Et bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à Chemélie pour le raid, ça fait très plaisir. Merci beaucoup Chemélie. Et merci également pour le follow. Ça fait grave plaisir. Je vais vous lire vite fait dans le chat. Oui, malheureusement, je n'ai... Enfin, malheureusement, ou... Enfin, voilà. En tout cas, c'est un fait. Je n'ai pas d'animation pour les raids, en effet. Merci Angrenost pour le follow, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, par curiosité, Angrenost, tu nous viens de chez Mélie. Alors, donc oui, j'ai pas d'animation pour les raids. C'est vrai que j'ai jamais pensé à faire ça, je sais pas. J'ai des animations pour pas mal de choses, mais... Entre guillemets, je suis un vieux de la vieille, ça fait longtemps que je fais des streams, et à l'époque où j'ai commencé les streams, les raids, c'était pas trop à la mode. Mais ouais, faudrait que je mette à jour un peu ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ah, bah ça fait plaisir, bah double ou triple merci chez Mélie, du coup. C'est des gens de chez toi qui sont venus nous faire un coucou. Ah, mais oui, Dimal et Nanu m'ont dit qu'ils étaient passés. Ah bah ça fait plaisir qu'il y ait un échange comme ça de communauté, entre guillemets, et voilà, que ça se parle, qu'on soit pas chacun dans son coin, c'est cool. Alors, mes 3 chats écoutent attentivement l'histoire, elles aiment beaucoup. Trop stylé. Trop stylé, trop stylé. J'ai vraiment kiffé la lecture de ce soir, j'ai vraiment kiffé. Alors attends, parce que du coup je suis partagé entre chez Mélie et la lecture. Ouais non, je vais poursuivre sur chez Mélie vite fait, parce que du coup chez Mélie, Yggdrasil Win nous a un petit peu tenu au courant de ce qu'étaient tes lives. Donc du coup, je disais tout à l'heure que je viendrais certainement voir une de tes rediffs ou quelque chose, parce que de manière assez générale, j'ai vachement de mal à être là en live, malheureusement, chez des gens. Je voudrais bien être davantage en live chez des gens, mais ouais, j'ai un peu de mal, parce que bah, je trouve pas forcément le temps. Par contre, je consomme pas trop mal de rediff. Donc je regarde beaucoup de rediff en faisant autre chose, etc. Donc ouais, je pense que j'irai jeter un œil du coup à ta chaîne chez Mélie, et bah, ça fait plaisir du coup de savoir que voilà, des personnes se lancent là tout fraîchement. De ce que j'ai compris, du coup, t'es une nouvelle streameuse. Ça fait 2 semaines que tu streams, c'est ça? C'est cool. Et tu lis quoi du coup depuis que t'as commencé? Par contre, ta live lecture tous les jours depuis 2 semaines. Tu dois plus avoir de cordes vocales. Ou bien je sais pas comment tu fais quoi. Je sais pas comment tu fais sinon, parce que moi j'ai... Du coup ça doit faire... Franchement je dis 4 ans, mais ça doit bien faire 5 ans maintenant. Ça doit faire 5 ans que je live. Et les premiers lives que j'ai commencé à faire, c'était des lives de lecture du coup. Et les lives de lecture, alors il y a une époque où j'étais un peu plus régulier que je ne le suis à présent en live de lecture, où j'en faisais, je pense,
3-4 par semaine. Mais au final, j'ai fini par changer un petit peu, j'ai fini par un peu réguler la chose. Et au final, je suis passé du coup à 2 lives semaine. Comme ça, je suis sûr que les créneaux sont fixes, que je vais pas les déplacer. Et puis, bah voilà, ça me permet de maintenir mes cordes vocales un petit peu intactes, de pas me fatiguer la voix, de pas me fatiguer la gorge. Et puis comme ça, je l'entrecale avec d'autres lives, d'autres types, qui demandent pas forcément que je sois autant sur le travail de la voix, quoi. Je suis comédienne, ça aide. Oh, stylé! Stylé, stylé. Oui, c'est vrai que la première lecture, c'était Dracula. Ça remonte à très longtemps. Ça remonte à vraiment longtemps. Et sinon, du coup, par rapport à la lecture de ce soir, je suis vraiment content. C'est vraiment sympathique. La chose dont je me plaignais lors du live précédent est en train de se régler. Donc c'est hyper agréable. C'est vrai que la dernière fois, je disais, ouais, j'aime pas trop quand on part sur des narrations annexes, quand on parle sur des... Qu'on part, pardon, sur des histoires un petit peu secondaires, etc. Genre l'enterrement de Grosostomo, c'était Grosostomo, je crois, son nom. Enfin, je sais plus exactement, mais voilà, je trouvais ça pas hyper intéressant pour être franc. Là, je suis content parce que j'ai l'impression que la troisième partie de Don Quichotte se resserre vachement sur le personnage de Don Quichotte et plus précisément même sur le duo que forment Don Quichotte et Sancho Panza, son écuyer. Donc c'est hyper agréable parce que du coup ils ont ce dialogue qui fonctionne super bien avec Don Quichotte c'est même plus une tête brûlée à ce niveau-là, c'est juste un fou, hein. C'est juste, il est complètement fou. Donc Don Quichotte qui est complètement pris dans sa fantaisie de se croire chevalier, de croire que les auberges sont des châteaux et ainsi de suite, de croire que les troupeaux de brebis et de moutons sont des armées, enfin bon bref. Il est vraiment très très loin dans son délire. Et Sancho Panza qui en fait, est assez ambigu dans le sens où, à la fois, il a tendance à croire sur parole Don Quichotte, à la fois, il continue de lui prodiguer des soins, d'être là pour lui, d'être tout attentif, etc., etc. Et en même temps, il commence à le remettre en question de ci, de là, et lui, il a l'air de bien se rendre compte de la réalité, peu importe les inventions que peut donner Don Quichotte voilà, pour expliquer les choses. Donc du coup, c'est vachement intéressant. Il y a encore tout un travail sur le comique qui est hyper cool aussi, avec beaucoup beaucoup de quiproquos. Je trouve que c'est vraiment un ressort très important de Don Quichotte de manière globale, le quiproquo. Euh, Déjà en soi, on pourrait dire que Don Quichotte est dans un quiproquo général, parce que voilà, il prend la réalité pour une autre réalité. Donc en un sens, c'est comme s'il était dans un quiproquo globalement. Mais notamment l'histoire tout à l'heure dans l'auberge où tout le monde s'est tapé dessus les uns sur les autres. C'était vraiment un quiproquo à l'infini où tout le monde pensait des mauvaises choses des autres. C'était assez incroyable, assez marrant et assez bien ficelé. Donc ouais, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de ressorts comiques qui fonctionnent très bien. Et ça pourrait vraiment faire un truc sympa en série, je trouve. Il me semble que quelqu'un m'a parlé d'une série de dessins animés Don Quichotte. Oui, voilà. En privé, on m'a parlé d'une série de dessins animés Don Quichotte qu'une personne aurait vu lors de sa jeunesse. Je me demande ce que ça peut donner, je serais curieux de voir ça. Parce que c'est vrai que je trouve que ça se prête vachement. En fait, c'est plein de petits épisodes et plein de petits gags. Donc, avec des running gags d'ailleurs. Donc, ouais, je trouve que ça passerait très très bien en série parsemée de petits épisodes comme ça. As-tu l'impression de te battre contre des moulins? Pourquoi tu dis ça? Enfin, je vois la référence à Don Quichotte, mais de quelle manière? Enfin, comment dire? Qu'est-ce qui fait que je me battrais contre des moulins? En fait, c'est un grand poète, nous dit Dimal. Comment ça? J'ai du mal à suivre là. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à streamer parce que les théâtres sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ça. Oui, il me semble qu'il y avait un animé japonais. Ah ouais? C'est marrant que des personnes de tradition occidentale, orientale, pardon, se soient
aussi ces choses très occidentales, entre guillemets. D'ailleurs, oui, je le répète, s'il fallait le répéter. Encore une fois, merci. Alors, je sais que mon public, de manière globale, est très bienveillant et en général très intelligent. Et ça fait plaisir à voir. Très curieux aussi, et ça me fait trop plaisir. Mais encore une fois, s'il vous plaît, je suis en train de lire une fiction. Donc, ce qui est dans le texte, c'est pas ce que moi je pense. C'est même pas forcément ce que pense l'auteur, puisque bah, c'est une fiction. Donc, l'auteur, il peut aussi se mettre ailleurs, etc., etc. Il peut créer des personnages, il peut créer un narrateur, etc. Et donc, toutes les mentions à la religion et aux guerres de religion, comprenez bien que c'est le contexte d'une époque. Comprenez bien que, oui, euh, la religion musulmane et la religion chrétienne, bah oui, ont eu à une époque relatée par les romans de chevalerie des différends et des guerres, etc. Donc voilà, c'est vrai que par moment, il y a quelques petits mots, quelques petites phrases où à notre époque, on serait peut-être en mode ah, c'est limite quand même. Mais dites-vous bien qu'il faut replacer tout ça dans un contexte, qu'on est à une autre époque, un texte très vieux, et surtout qu'on est dans une fiction, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, je sais que la plupart des gens comprennent très bien ça sans avoir même à l'expliquer, et que c'est d'une évidence incroyable, mais je préfère leur préciser parce que je sais aussi que des gens peuvent très vite s'emporter là-dessus. Donc voilà. Et comme mon chéri est streamer, je lui ai piqué son setup. Ah bah nice, nice, nice. Bah écoutez, euh, je dis poète parce qu'il voit du rêve et des choses fantastiques en toutes choses. Ouais, on peut voir ça comme ça. Après, moi ce qui me marque beaucoup dans le personnage de Don Quichotte, euh, on peut lui trouver une certaine poésie et on peut trouver un certain charme à ses fantaisies. Mais ce qui me marque beaucoup dans le personnage de Don Quichotte, c'est aussi le fait qu'il soit extrêmement violent. Il est vraiment, impulsif, colérique et ouais, il est vraiment très brut quoi. Alors du coup c'est drôle parce que encore une fois je trouve que ça fait très gag, ça fait très presque Looney Tunes entre guillemets quoi. T'as l'impression qu'à chaque fin d'épisode, il s'est fait casser des dents, il est tombé de son cheval, il a mal aux côtes. Et pareil pour Sancho Panza qui le pauvre prend très cher alors qu'il a vraiment rien demandé pour le coup. Mais mais ouais, du coup, moi, c'est vrai que je peux percevoir, bien sûr, la dimension charmante de son côté fantastique, enfin, de ce côté fantasque plutôt. Mais c'est vrai que c'est aussi une belle brute, et c'est ça qui rend le personnage drôle quelque part, c'est qu'il est brut, mais n'importe comment, quoi. Bref, bref, bref. Je pense que j'en ai terminé pour le live de ce soir. Côté Mr Bean. Ouais, on peut le voir comme ça aussi, ouais. Carrément. Carrément. Ce serait marrant. Comment il s'appelle? C'est Rowan Atkins, je crois. L'acteur qui joue Mr Bean. Ce serait marrant de voir Rowan Atkins jouer Don Quichotte dans un film Don Quichotte, je trouve. Enfin bref. Trêve de bavardage, les amis. Ça m'a fait très plaisir de faire ce live en votre compagnie ce soir. Je vous dis encore un énorme merci bah, pour votre présence à tous les habitués, mais aussi aux nouveaux. Merci pour le follow, Yggdrasil Win, Chemeli, Angrenost, j'espère bien le prononcer. Et encore merci pour ton raid, Chemeli, ça fait vraiment plaisir. Comme je le disais, j'irai jeter un œil à ton live, enfin à Terdif, un de ces quatre. Et puis, bah, pourquoi pas garder contact et reparler un de ces quatre, ça serait sympa. Ça serait sympa. Je suis toujours curieux. Et du coup, on va aller chez Aude à la joie maintenant. Exactement. Exactement. Il n'y avait pas Jean Rochefort de prévu avant sa mort. Si, il me semble que si, et ça aurait très bien marché aussi, je trouve. C'était un très bon casting, je trouve, entre guillemets. Mais il y a un projet de film Don Quichotte qui doit. Enfin, maintenant, je crois qu'il a été avorté, justement, le projet. Mais ouais, il y avait un projet. Bah, c'était peut-être celui avec Jean Rochefort, du coup, justement. Mais il y avait un projet Don Quichotte qui était apparemment un film de Terry Gilliam, exactement. C'est pas Gilliam d'ailleurs? Je croyais que c'était un M à la fin. Enfin bref, en tout cas de Terry Gilliam. Et où apparemment, ouais, ça a été avorté, je crois, parce que c'est un peu un projet maudit qu'il a voulu faire toute sa vie, etc. Et qu'en fait, ça
ça n'arrive jamais à terminer, c'est un truc comme ça, je crois. Je suis plus sûr. Chez moi, c'est -18, je lis des textes érotiques. Ah, c'est que des textes érotiques? Je pensais que du coup, tu faisais un texte érotique aujourd'hui, mais c'est que des textes érotiques chez Mélie? Moi, comme je le disais, les textes érotiques, je me suis refusé à en faire jusqu'à présent parce que je me dis que avec les restrictions YouTube, Twitch qui deviennent de plus en plus rest... C'est quoi le mot? Bah restrictives, qui deviennent de plus en plus restrictives justement. J'avoue que je préfère pas tenter le diable. Il a eu du mal, mais il l'a fini le film. Ouais, mais il n'y a pas une histoire comme quoi, même s'il l'a fini, il peut pas le sortir? Il y a pas un truc comme ça? En mode, il pourra pas le sortir parce qu'il n'y a pas les bons droits, ou j'en sais rien, ou ou la maison, comment on appelle ça déjà dans le cinéma? Pas la maison qui voudra le sortir, qui pourra le sortir, etc., etc. Il n'y avait pas des choses comme ça, j'avais entendu des bails comme ça. Après, je suis pas très renseigné, je suis pas très cinéphile, je dois avouer. J'ai une petite culture cinéma, mais pas énorme. Enfin bref, trêve de bavardage, non pas que ça me dérange de parler avec vous, au contraire, c'est un pur plaisir, mais c'est vrai que j'aime bien raccourcir le plus possible ces lives afin que bah, ils soient digestes aussi à la rediffusion sur YouTube. Euh, Bah, très bien chez Mélie, bah, j'espère voir ça dans le futur aussi, ça serait cool. Enfin, je vais aller voir du coup ce que tu fais. Chers amis, je vous invite, comme d'habitude, à me rejoindre sur Discord, sur Facebook, sur Twitter. C'est vraiment les trois endroits, les trois réseaux où je vous mets très très fréquemment au courant de mes lives et de mes sorties de rediffusion. Euh, Notamment le lundi, où je mets carrément un programme de la semaine. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus facile pour se tenir au courant, je dirais. Sur Discord, ça va un peu plus loin que ça, forcément, vous savez comment ça fonctionne à Discord. Donc du coup, on a l'occasion de parler beaucoup plus en profondeur, etc. C'est aussi très cool. Et puis sinon, si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à commenter la lecture, à commenter le live. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Bref, je me répète, mais vous le savez, c'est ultra, ultra important, que ce soit pour l'évolution actuelle de la chaîne en termes de chiffres, etc., etc., ou que ce soit pour mon évolution propre, puisque vraiment tous les commentaires que vous pouvez me laisser, tous les retours que vous pouvez me faire, eh bien ça m'aide aussi moi à améliorer la qualité de ce que je fais. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis tout oui, je suis ouvert à tout. Oui, en effet, Oda la joie fait de la lecture aussi. Alors, elle a lancé un nouveau concept récemment qui est grosso modo un bilan lecture. Donc, en gros, elle parle de ses lectures de la semaine, du mois, je crois même. Donc là, voilà, je vois qu'en ce moment, elle est en live discussion avec un live qui se titre Bilan lecture, mes emprunts à la bibliothèque, on en discute. Donc, voilà, voilà. Donc, je vais vous rediriger vers Oda la joie. Et puis, décidément, en ce moment, beaucoup de gens se mettent au stream et beaucoup de gens, enfin, non, pas beaucoup de gens, vous êtes deux personnes pour le moment, mais en ce moment, beaucoup de gens se mettent au stream. Et là, ça fait coup sur coup en peu de temps que je trouve deux personnes qui font de la lecture, donc c'est marrant. J'ai été, j'ai été seul pendant très longtemps. Il y avait une fois de temps en temps quelqu'un qui en faisait pendant 2 3 mois et puis après qui arrêtait. Donc c'est assez marrant. Du coup, je vais vous balancer en raid chez Oda la joie. Alors, je me rappelle jamais de la commande, je crois que c'est slash raid. Ouais, c'est ça. Et après, Ode à la joie. Je crois qu'il n'y a pas d'accent. Non, c'est comme ça. Hop, la commande est prête. Je vais pouvoir mettre fin au live. Et du coup, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Merci de m'avoir suivi. Pour la suite de la lecture de Don Quichotte, c'est mardi à 21h. Pour le prochain live, il y a des chances que ce soit demain à 21h pour la suite de South Park The Stick of Truth. Mais je ne suis pas sûr, donc suivez-moi sur les réseaux si vous voulez vraiment en être certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dimanche à 15h, il y aura le dernier live de la semaine, une découverte de l'univers de League of Legends avec lecture de nouvelles sur Ornn et Volibear. Et enfin, dimanche 21h, minuit minimum, la veillée sur Discord où on va pouvoir jouer et discuter, partager ensemble. C'est toujours très agréable comme rendez-vous et j'ai hâte de vous revoir là-bas et de vous reparler, de retaper la discute avec vous. Bref, trêve de bavardage, j'ai tendance à beaucoup trop m'épandre. Encore merci à tous. Bonne soirée, bonne nuit, à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!